Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission bi-hebdomadaire de cinéma par vos potes. Bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Cette émission vous est proposée par Wishing Light et Cody Baby Ghost. Je suis Owen et je suis entouré de Fred, Julien et Jérémy. Salut les potes. Salut. Un peu plus d'entrain s'il vous plaît messieurs. Bonjour, ça fait très plaisir de vous voir. Ah, ça fait plaisir de vous voir les potes. Alors au programme de cette émission, on a des jeux, de l'actu, des débats, tout ce qu'on vous proposera à chaque émission, mais avec notre petite touche à nous, en étant marrant. Est-ce qu'on est marrant ? Non. Moi j'ai eu des premiers retours, tu vois, de la première émission, et les gens ils ont pas parlé de l'analyse de films, ils nous ont juste dit « Ah c'est marrant ». Merci. Bon allez messieurs, on commence avec des actualités, puisque le principe de cette chronique-là, c'est qu'à chaque début d'émission, chaque personne a sélectionné un événement de l'actualité qui l'a marqué, et je propose de faire un petit tour de table. Fred, qu'est-ce qui t'a marqué ces 2 dernières semaines ? Alors, en actualité. Ouais. Ok, que je me perde pas. Ouais, j'étais tombé sur une petite news, un nouveau film de Guillermo del Toro sur Netflix, vu qu'il a signé avec Netflix pour plein de films. Là, il a sorti déjà Pinocchio. C'était quoi d'autre ? Il y a d'autres films qu'il a sortis sur Netflix ou c'était le seul ? Il me semble que c'est le seul. Pour l'instant, c'est le seul. Et voilà, il a signé avec eux pour plusieurs années. Et là, j'ai vu qu'il allait avoir une sorte d'adaptation de Frankenstein. Et du coup, il y a déjà eu le casting. Il y a Mia Goth qui joue la fiancée de Frankenstein. La créature de Frankenstein, elle est jouée par Andrew Garfield. Le docteur, c'est Oscar Isaac. J'ai vu que si la musique, c'était Alexandre Desplat. Donc... Incroyable le casting. Surtout Andrew Garfield en créature de Frankenstein. Je suis un peu en mode waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous le voyez bien dans ce rôle, quoi ? Je sais pas. De Niro l'a bien fait, donc. Je tease un moment dans l'émission, on va reparler de Frankenstein. Ok. Voilà, c'est dit. Jérémy, toi c'est quoi ton actu ? Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est l'annonce via un teaser d'un diptyque qui sortira l'année prochaine qui s'appelle Horizon, An American Saga. T'es mal accent. Le truc intéressant, c'est que c'est le retour de Kevin Costner à la réalisation pour quelque chose qui s'annonce de gros. 2 films sortant à 2 mois d'intervalle en juin et août 2024 qui va raconter sur une période de 15 ans l'expansion et la colonisation de l'Ouest américain avant et après la guerre de sécession. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse parce que cette période-là, Kevin Costner, il est à fond dedans parce qu'il a déjà fait Danse avec les loups. Et donc ça peut faire partie des sorties de 2024 à retenir. Voilà. Julien ? Ma petite info, mais qui m'a quand même marqué, on va dire. Il va avoir une série, Le Comte de Monte Cristo. Et alors pourquoi je le dis ? Parce que normalement, Le Comte de Monte Cristo, c'est censé être un film qui va sortir l'année prochaine, donc par Martin Bourboulon, si j'écorche pas son nom. C'est le même gars qui fait les... C'est ça, et dont le deuxième opus va sortir en fin d'année. Et l'année prochaine, il rempile donc pour Le Comte de Monte Cristo. On lui devait aussi le film Eiffel. Oui, je pensais à celui-là, c'est pour ça que j'allais dire... Et au même moment, il y a une série au casting international là, qui est prévue. Et elle est dirigée par Billy Auguste. Okay. Qui est un réalisateur qui a eu 2 fois la Palme d'Or. Voilà, donc ça va être assez intéressant parce que ça va donner du challenge en fait. Est-ce que le film français sera meilleur que la série ? Excusez-moi parce que le nom ne me dit rien du tout. Ouais, moi aussi, tu vois, il a eu 2 palmes d'or, mais je sais pas son nom. Alors j'ai peut-être écorché, j'ai dit Billy, mais est-ce que ça se prononce Billy ou juste Bill ? Mais je sais pas. Tu sais les 2 films qui lui ont valu la Palme d'Or ? C'est Pelle le Conquérant en 88 et Les Meilleures Intentions en 92. Et bah, comme quoi on en apprend tous les jours. Ça date un peu quand même, ouais, ok. Et je dis, j'ai les notes avec moi parce que je ne le connaissais pas non plus. Hein. Ah ouais, donc il n'y a pas que nous deux qui sommes complètement nuls en cinéma en fait. Mais profitez de notre expertise, hein, putain. Mais voilà, est-ce que Pierre Ninet sera un meilleur Comte de Monte Cristo que Sam Claflin ou Calflin, je sais pas comment on le prononce. Je ne sais pas qui est cet acteur. Donc c'est un acteur britannique, non ? Ouais, qui était dans Hunger Games. Oh le souffle. Ok, bon. Voilà. Moi, l'info que j'ai retenue, c'est que le Hollywood Reporter, il a publié un top 50 des meilleures séries du 21e siècle. Donc, bon. Ah oui, je l'ai vu, oui. Depuis le 21e siècle, le début du 21e siècle, on a quand même eu un âge d'or de séries assez massif. Pourtant, dans le top 10, il n'y a pas Game of Thrones, il n'y a pas Breaking Bad. Et ça, pour Breaking Bad, t'es déçu. Non, mais ça peut faire lever un sourcil, mais après, il y a Better Call Saul, qui est en 6ème position. Better Call Saul est au-dessus de Breaking Bad ? Pas selon le Hollywood Reporter. Et en vrai, j'ai des débats avec des gens qui sont fans des 2 séries. Et il y en a qui sont capables de me dire que Better Call Saul est meilleur que Breaking Bad. Sur certains points, c'est le cas. Mais c'est pas le sujet. Mais ça se base sur quoi ? Genre des critiques, sur les notes de... Sur la rédac. Ouais, c'est la rédac, c'est leur top à eux, tu vois. Genre, après, en général, ce genre de magazine-là, genre, ils font des gros sondages un peu chez les professionnels du genre. Et du coup, le top 3, c'est en 3ème position, Succession. En 2ème position, Les Sopranos. Et en 1ère position... Mad Men. Et c'est marrant parce que Mad Men, c'est quand même souvent réincité comme une des meilleures séries du monde. Et The Wire, c'est où ? 5ème. Et la 4ème, j'ai oublié, c'était une série comique. 40 Block, un truc comme ça. Ouais, c'est possible, ça me dit quelque chose. Mais c'est pas une série qui me parle. Ça, voilà. Ouais, je vois. Ok,
Ok, et ben on passe à la suite et on passe au petit anniversaire parce que si vous écoutez l'émission le jour de sa sortie, nous sommes le 20 octobre. Et il y a pas mal de gens qu'on aime bien qui fêtent leur anniversaire ce 20 octobre et j'en ai sélectionné 3. Normalement tous les 20 octobre, hein, mais... C'est ça, j'en avais 6 ou 7 qui fêtaient leur anniversaire qui avaient l'air cool, tu vois, il y avait Snoop Dogg par exemple, il y avait Jean-Pierre Melville, mais je les ai pas sélectionnés, Oh, le grand écart Snoop Dogg, Jean-Pierre Melville, il est sévère. Hein. j'avoue. Mais la première personne qui fête son anniversaire aujourd'hui a joué un vagabond devenu roi dans une saga de films. Film français, film américain. Non. Tu veux que je te donne La nationalité du film. En vrai, si je te donne la nationalité, tu vas très vite Ok, trouver. ne me donne pas la nationalité du coup. Mais un vagabond devenu roi dans une saga de films. Et quelle période la saga de film? Quelle année? Quelle époque? C'est Quelle une année? saga de films du 21e siècle. Ouais, donc c'est récent. Ouais. Mais si tu donnes la nationalité, on. Ce serait pas le Seigneur des Anneaux? Si. Donc ce serait pas l'anniversaire de Viggo Mortensen? Si, c'est ça. Ok, cool. Bien joué, bien joué. Joyeux anniversaire. Il a quel âge Mortensen. La soixantaine Je saurais pas te dire exactement, mais la Ok, soixantaine. ok. Super. La deuxième personne est un réalisateur britannique à la filmographie très variée et qui a notamment reçu l'Oscar du meilleur film en 2009. Danny Boyle. Exactement, bien joué, bien joué. J'ai- C'était pour quel film Pardon. C'est pour Slumdog Millionnaire, du coup. Et ouais, bien joué. Et notre troisième personne est un acteur de série que tout le monde rêve de voir jouer un membre des 4 Fantastiques. Adam Driver. Non. Attends, t'as dit. Attends, quelle redis, j'ai nationalité, pas par compris. Attends, redis. C'est un acteur de série que tout le acteur monde de série. rêve. Enfin, un acteur de série, en vrai, il fait du cinéma aussi, hein. Mais tout le monde rêve de le voir jouer un membre des 4 Fantastiques. Quel membre? L'élastique? Ouais. Mec de série. Et en plus, il l'a incarné. en Ah, fait. je vois qui c'est, mais j'ai pas son nom. C'est le mec qui est dans The Office. là. Ouais, c'est ça. J'ai pas son nom. Vous avez pas Steve son- Carell? Non, de quoi Steve Carell en Monsieur Fantastique. Je sais pas, Ouais, ouais, franchement, Non, pourquoi vous avez pas son prénom, bah c'est John Krasinski. Ah, voilà. mais oui, putain. Voilà. Bah, Mais qui a- oui, mais putain, qu'il a mais oui. incarné, en Mais plus. il a incarné. Qui l'a incarné. Et quel est le Le mec temps de- d'Emily Blunt, quoi. Voilà, oui. J'aime bien, genre, à chaque fois, les gens le rattachent à Emily Blunt, mais Bah, cet homme a une carrière aussi, quand même. oui, mais sa femme en a une meilleure qu'elle, que lui, pardon. Bon, il a quand même joué dans l'une des meilleures séries du monde, hein. The Office. Oui, non, mais d'accord. Jack Ryan aussi. Non, ça c'est une blague. Oh, le blanc. Bref, on abandonne les stars là un instant parce que moi j'abandonne le micro. De toute façon, si je suis pas drôle, je donne le micro à quelqu'un parce que c'est au tour de Jérém, façon de parler. Et c'est C'est au bon, tour tu de pourrais ça. être plus sympa quand tu me le donnes, là. Non, si, tiens, prends le micro et parle-nous de tes chiffres. Donc oui, ça s'appelle toujours les chiffres de Jérémy car j'ai pas trouvé de meilleur nom depuis la dernière fois, donc voilà. L'équipe marketing est en grève. Voilà. Et elle est composée. Bah, l'équipe marketing étant composée de moi uniquement, donc. Ouais, c'est vrai que t'as besoin d'aide si tu veux, on peut t'aider, mec. Merci, c'est très pour sympa des- les potes. pour des Donc chiffres. pour cette donc pour cette deuxième émission, moi je vais vous parler de la classification des films et les records qui y sont liés. Donc premièrement, qu'est-ce que la classification? Parce que ça peut paraître bête comme une question, mais peut-être que vous allez découvrir ce que c'est. Mais la classification, c'est ce qui permet aux spectateurs de savoir pour quel public l'œuvre cinématographique est destinée. Donc en France, c'est le CNC qui s'occupe de la classification des œuvres cinématographiques selon les paliers suivants, grâce au visa d'exploitation qui délibère. Donc les paliers, ce sont tout public avec avertissement, interdit moins de 12 ans, interdit moins de 12 ans avec avertissement, interdit moins de 16 ans, interdit moins de 16 ans avec avertissement, interdit moins de 18 ans, que ce soit classé X ou non. Il Alors- faut un code sur la télévision, moins de 18. Enfin, non, excuse-moi. Non mais tu as raison, hein, non mais t'as raison. Non, mais hier, je voulais regarder Love, tu vois, j'étais en mode putain, j'ai de voir Love de Gaspard Noé, il fallait vraiment que je mette un code parental, j'étais en mode ouais, je peux. Non mais tu as raison, Sérieusement, donc quoi. oui, pour la télévision, il faut J'ai un pas code, pu. voilà. J'ai pas pu. Alors pourquoi des différenciations pour le moins de 12 et le moins de 16 qui peuvent être avec ou sans avertissement? Ou même le tout public qui peut être avec avertissement ou non. Cela permet au CNC d'imposer aux diffuseurs de mentionner de manière précise qu'est-ce qui, dans l'œuvre, peut choquer, en dépit d'avoir déjà une interdiction, pour certains qui peuvent avoir déjà une interdiction moins de 16. Alors on va passer sur quelques chiffres par rapport à ça déjà, donc aux classifications. Donc à savoir que tous ces chiffres sont référencés sur le site du CNC lui-même. Depuis la création de la commission d'exploitation, ou en tout cas de ce que le site internet référence, il y a 3173 films qui ont été interdits aux moins de 12 ans, 232 films qui ont été interdits aux moins de 12 ans avec avertissement, 2092 films interdits aux moins de 16 ans, et 48 films interdits aux moins de 16 ans avec avertissement. Et petite question pour vous, selon vous, combien de films ont été interdits aux moins de 18 ans hors classification Moi j'ai X? envie de dire une petite vingtaine, tu vois. Petite Parce que vingtaine ça, aussi, ça, j'aurais ça dit. arrive assez rarement finalement des Oui, films. parce qu'on C'est est ça. d'accord, hein, ça Bah, arrive c'est assez qui est ouais, du sexe presque.
Parce que pas simulé, quoi, c'est ça, non? Bah, pas Alors, simulé même. Hein. Mais il y a pas que ça, mais en effet, ça peut jouer. Mais vous êtes vraiment très fort parce que c'est 20 précisément. Oh, on est Donc, léger. on peut notamment citer 2 films de Lars von Trier, Antéchrist et Nymphomaniac partie 2. Baise-moi de Virginie Despentes, Ken Park de Larry Clark, Love de Gaspard Noé, qui a fait sa petite polémique parce que de base c'était interdit moins de 16, mais grâce au connard de promouvoir, pardon. J'ai dit connard? Oui. Donc qui a enlevé le visa, qui a dû du coup repasser une commission de classification, a fait le moins de 18, et ça c'était une spécialité de promouvoir, de retirer les visas d'exploitation d'œuvres pour qu'elles soient passées sur un stade supérieur. Ils ont fait ça sur plusieurs films. Et on peut dire également qu'il y a 2 films de la saga Saw qui sont interdits moins de 18 ans, Saw 3 et Saw 7, aka Saw 3D. Mais ça, c'était après coup, il me semble que Saw 3D, Oui, peut-être. il est passé de 16 à 18, genre 4 ou 5 ans après sa sortie, Voilà, parce ce que qui a plus de promouvoir, sens. voilà, parce que promouvoir avait fait chier pour ça. Tu vois, c'est comme si je voulais que Kill Bill passe à moins de 18 ans, tu vois. Et ben, Alors que rejoins le film a 20 promouvoir. ans. Mais de toute façon, on n'entend plus parler d'eux, donc j'espère que je vais pas leur redonner. En parlant d'eux, ça y est, ils vont se dire oh putain, on parle de nous Ouais, parce et que- qui vont vouloir s'y remettre. Mais Il fait Griffiths. C'est quoi l'effet Griffiths? Naissance d'une nation, Griffiths. Ah ouais, ouais, ouais. d'accord. Ok, d'accord, je comprends mieux. Je pensais à Berserk, c'est pour ça. Tu es un homme de goût. Oui. Alors ensuite, quelques chiffres du box-office. Alors il faut savoir que certains films, comme tu disais, bénéficient de réduction, voire d'augmentation de restriction d'âge après coup. Donc souvent, ça arrive plus souvent dans le sens inverse. Donc ils baissent la classification d'âge parce que, bah, à l'époque, certes, mais les mœurs évoluent. Et donc à l'époque, un film qui pouvait être considéré comme interdit moins de 18 ans, c'est notamment le cas de Massacre à la tronçonneuse, qui au départ était interdit moins de 18 ans, voire même classé X, il me semble, et qui maintenant est interdit moins de 16 ou 12, je crois. Donc voilà, ça arrive que des films soient baissés dans leur classification d'âge. Alors, selon vous, quel est le podium des films interdits moins de 12 ans lors de sa sortie en salle? En sachant que, bah, du coup, comme j'ai dit, il y a des films qui vont potentiellement baisser de classification d'âge. Mais selon vous, il y a 3 films interdits moins de 12 lors de sa sortie en salle. Le podium, c'est quoi? Au box-office, tu veux dire? Au box-office français, ouais. Je sais pas pourquoi, je pense à Suicide Squad. Oh, non, loin de là. Oh, Dieu merci. Oui, et encore. Mais je crois qu'il a même pas été interdit moins de 12, Suicide Squad. Hein. Il devait être tout public avec avertissement, je pense. Et puis Bah, basta. je sais pas, parce que je sais qu'il est passé de rated R à PG-13 par un montage ultra cuté, mais je sais pas ce qu'il en était de la législation française. Non, je crois qu'il est en tout public, hein, comme tous les gros blockbusters qui essayent de Ok. faire beaucoup d'entrées. Deadpool. Non. Alors, je vais vous aider. Les films qui sont tous sortis au maximum à l'année 2000. Le plus récent est 2000. Voilà, le plus récent est 2000. Gladiator Tous les films. Non. Ah. Ah, je suis perdu, tu parles. Ouais, c'est N'importe compliqué. quelle nationalité, hein. Alors, je peux vous dire que les 3 films du top, les 3 films de stop sont américains. Il y a un Ah. Tarantino dans le. Non. Ok. Tu en es? Ouais, non. Alors, je vais vous aider. Le top 3, c'est un des réalisateurs préférés de Owen qui l'a réalisé. Seven? Ah non, bah, Fight Club. Non. C'est un film de James Ah, Cameron. Ouais. Terminator 2. Ouais. Oh Avec 6,1 millions d'entrées, 6,1 millions d'entrées à peu près. Le deuxième, c'est un réalisateur à la filmographie tentaculaire et c'est un de ses premiers films. J'ai l'impression que tu vas parler de. Putain, le gars qui fait la mouche, Cronenberg? Non. Ah non, je dis tentaculaire parce que vraiment il a fait énormément de films dans sa carrière. Et il en fait encore aujourd'hui, il en a fait cette le année. soldat Ryan? Non. Alors c'est le bon réal, mais c'est un de ses premiers films. Schindler. Ah non, de ses premiers films. Jaws. Ouais, bien joué, Dans la mer, 6,2 millions d'entrées. Et le premier, c'est mon réalisateur préféré, un de mes réalisateurs préférés qui l'a réalisé. Incassable. Non, bah non, c'est pas celui-là, il est pas interdit. Sixième Sens. Voilà, Sixième Sens avec 7,8 millions d'entrées. Attends, 6ème sens, moins de 12 ans. Ouais, était en moins de 12 ans à sa sortie. c'est un peu- Et Il a est fait- toujours actuellement moins de 12 ans. Alors je sais pas, faudrait que ça à la vérification, mais il me semble qu'il est toujours interdit moins de 12 sur les Blu-ray. Et il a fait 7,8 millions d'entrées à sa sortie. Ce Est-ce qui que en pour fait le rappel- meilleur film. Voilà. La meilleure. La meilleure succès au box-office français pour un film interdit au moins de 12 ans. D'accord. Et quand même, moins de 12 ans, c'est quoi du coup Ils regardent quoi souvent sur les films? Est-ce que t'aurais pas. Tu vois, genre comment on différencie moins de 12 ans et moins de 16 ou, tu Ah bah vois ça c'est la commission de classification qui décide de ça et ça c'est entre eux. Ok. Moi j'ai une question un peu parce que il me semblait justement que la catégorie X, enfin le moins de 18 n'existait pas avant Baise-moi justement et que c'est l'arrivée de Baise-moi qui a fait qu'on a Alors, il y a- séparé le moins de 18 et le X. Alors il y avait les deux quoi qu'il arrive à l'époque, donc il me semble. Parce qu'il fallait quand même qu'ils différencient les œuvres classées X des œuvres qui étaient juste de pure violence en fait. il me semble. D'accord. Mais il me semble que le film avait créé un débat sur l'utilisation de l'un ou l'autre. Parce que dedans, du coup, c'est vraiment des acteurs porno, c'est vraiment des Ah ouais, gros non, plans mais sur des sexes. c'est pour ça que c'est pénétrants, hyper intéressant, mais voilà.
Et donc, Ok. on va continuer sur les chiffres, s'il vous plaît. Donc, pour moins de 16 ans, je vous donne le podium direct parce que ça va aller plus vite. Orange Mécanique en premier avec près de 6,2 millions d'entrées. En deuxième, Midnight Express avec près de 6 millions d'entrées. Et pour la troisième place, on va voir un film français pour la première fois avec Les Valseuses de Blier avec 5,7 millions d'entrées. Et enfin, pour le moins de 18 hors classification X, le premier, c'est Death Wish avec Charles Bronson avec 1,5 million d'entrées. En deuxième, le peplum italien sur Caligula avec 1,4 million d'entrées. Et enfin, en troisième, le documentaire L'Amérique interdite avec 1,1 million d'entrées. A savoir que le film avec interdiction moins de 18 ans ayant fait le plus d'entrées, il faut aller chercher dans la classification X de l'époque, c'est Emmanuel, du coup, qui écrase la concurrence de tous les films cités jusqu'à présent parce qu'il a fait près de 9 millions d'entrées. Oh. Mais il l'a fait sur 6 ans quand même. Il faut savoir que le film a été en salle pendant 6 ans. Alors on va ensuite s'attarder sur la classification américaine qui, elle, est gérée par la MPAA, la Motion Picture Association of America. Aux US, on est sur un mix entre de la restriction et de l'interdiction. Donc les paliers sont G, tout public en somme, PG, ce qu'on pourrait rapprocher d'un accord parental qu'on peut trouver sur les DVD en France, le PG-13 qui déconseille le film au moins de 13 ans et recommande un accord parental, classification qui pour l'anecdote a été instaurée par les films Indiana Jones 2 et Gremlins, parce qu'avant il n'existait pas. Et aussi le Rated R, donc là on est sur de la restriction pure et simple, car aucun enfant de moins de 17 ans ne peut voir un film Rated R sans être accompagné d'un adulte. Enfin, le dernier qui est très rare également comme notre moins de 18 ans en France, c'est le NC-17, donc qui est la seule forme d'interdiction du système de classification américain, car aucun enfant, sous aucun prétexte, de moins de 17 ans ne peut voir ce film. Ok. Donc on va passer vite fait sur les records selon les classifications, sur les chiffres domestiques américains selon la classification. Pour General Audience, donc le tout public, c'est Toy Story 4 qui a fait le plus de recettes avec 434 millions de dollars. Pour le PG, c'est Les Indestructibles 2 avec plus de 608 millions de dollars. Pour le PG-13, c'est Star Wars épisode 7 qui détient le record absolu avec près de 936 millions de dollars de recettes accumulées rien qu'aux États-Unis et au Canada. Et enfin, est-ce que je vais vous demander, est-ce que vous connaissez le film Rated R qui a fait le plus de recettes aux US ? Deadpool. Ah, c'est le deuxième. Oh, tu étais presque. Ah. J'ai envie de dire Joker, mais je suis pas sûr. Non, alors justement, c'est pas Joker, Dark Knight. c'est le film R qui a fait le plus de recettes mondiales, mais c'est pas le film Rated Ouais, R qui a fait le plus de recettes aux États-Unis. Parce que le film qui a fait le plus de recettes en temps Rated R aux États-Unis, c'est La Passion du Christ, avec plus de 370 millions de dollars. De Mel Gibson. De Mel Gibson, en Ok. effet. Et Deadpool était pas loin derrière à 363 millions. Voilà. Mais c'est vrai que la Passion du Christ à l'époque, ça avait fait beaucoup parler, mais spécialement aux States, quoi. Je crois que. Ouais, c'est pour ça qu'il a autant engrangé de thunes là-bas, quoi. Ok. Et enfin, pour le NC-17, donc c'est rare, puisqu'il y avait que 32 films référencés comme ayant un box-office avec cette classification. Donc le podium, on va le faire quand même. Donc le premier, c'est Le Dernier Tango à Paris avec plus de 36 millions de dollars de recettes. Le deuxième, Showgirls de Paul Verhoeven avec plus de 20 millions de dollars de recettes. Et enfin, le troisième, Harry and June, qui pour l'anecdote a fait créer cette classification, avec plus de 11 millions de dollars. D'accord. Voilà. Bah merci Jérém. Ah bravo, merci du renseignement, heureusement que tu es là. C'est génial. De rien. Non, c'est à prendre au second degré évidemment. Mais Je bien voulais sûr. juste la caler quelque part. Mais bien sûr, je le prends au second degré. Ok. Tu vas chialer? Bah non, Non, ça Bah va. non, il Ok, va ok. pas chialer, il va très bien notre ami. Ok. je suis content, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis très content. Eh bien, on va parler maintenant des films qui ont retenu notre attention ces 2 dernières semaines. On a retenu L'Exorciste, Dévotion et Le règne animal. Ce que vous faites là est dangereux. Des gens sont morts tant parmi les possédés que parmi les prêtres. Reviens, ma chérie. Reviens parmi nous, d'accord? Si tu meurs, je meurs. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Qu'est-ce qu'il y a? Je te vois pas. Oh, ma puce, je suis juste... Je veux pas aller en enfer. L'Exorciste, Dévotion de David Gordon Green qui revient après une trilogie Halloween. Il s'est dit, tiens, j'ai fait Halloween. Je vais essayer de faire une trilogie L'Exorciste, il s'est dit du coup. Nous, 4, on est allé voir le film. Du coup, avant de demander votre avis à vous, messieurs, je vais vous faire le petit résumé pour nos auditeurs. Depuis la mort de sa femme enceinte, Victor Fielding élève seul sa fille Angela. Mais lorsque l'adolescente et son amie Catherine disparaissent dans les bois pour revenir 3 jours plus tard sans aucun souvenir de ce qui leur est arrivé, se déclenche une chaîne d'événements qui obligera Victor à affronter le mal et dans sa terreur et son désespoir, à rechercher la seule personne vivante qui a déjà été témoin d'un tel événement, Chris MacNeil. Chris MacNeil qui est donc incarné par Ellen Burstyn, qui jouait ce rôle déjà 50 ans auparavant dans le film de William Friedkin. Alors, il va falloir être organisé, messieurs, pour parler de ce film, parce Ouais. que... Mais qui commence les hostilités? Qui commence les Qui hostilités? commence? Qui commence? Qui envoie la Moi déclaration j'aurais de guerre. dit, venez, on laisse pas commencer Owen parce qu'il va vraiment Ouais. tout niquer. Moi, je ne vous demande qu'une chose, mes amis, soyez organisés et ne soyez pas trop injurieux.
Et Ah c'est toi bon, qui va ça être va être injurieux. compliqué. C'est toi, tu demandes ça, mais c'est toi qui va être désorganisé. Ouais. Non, moi j'ai écrit ce que je vais dire en vrai. Ah oui, oui, Ah ouais, carrément. J'ai Ah oui. écrit mon comment on appelle Ta ça critique. Non, c'est dans les tribunaux là. C'est Ton pamphlet, ta ta plaidoirie. ma plaidoirie. Voilà, j'ai écrit ma plaidoirie. Parce que dans la salle, après séance, toi, t'étais Ah hors de non. toi. Hein. Ah ouais, mais je soufflais du nez, je disais dans l'oreille de Fred, c'est de la c'est ce que Jean-Pierre Coff dit. Bref. Non, mais on a le droit de dire des insultes ou pas, faut savoir. Moi, je peux citer la personne avec qui je suis allé voir le film, qui est Jérémy, juste à côté de moi, qui a dit, au moment où la lumière s'est allumée, pathétique. Oui, en effet. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Pathétique. Mais pourquoi c'est pathétique en fait? Allons au-delà de. Allez, on va de dire cette- Jérémy, allez. De tourner le pot. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ce film en fait? Ce qui m'embête, c'est que dans cette séance, le truc dont j'ai eu le plus peur, c'est de me choper une piqûre de punaise de lit. Mais mec, j'ai dit la même chose dans ma critique Letterboxd. Genre, vraiment, j'ai mis, je suis plus stressé par les puces de lit que le film, genre, et j'étais en train de me gratter pendant le film. J'ai vraiment eu plus peur de ça que du film, quoi. Ouais. Donc, autrement, c'était quoi ta question? Parce que du coup, j'ai totalement oublié. Qu'est-ce qui ne va pas dans le film en fait? Pourquoi? Beaucoup de choses. Ouais, parce que au-delà du fait que c'est pas. Enfin, ça fait pas très peur, mais à la limite, ça, on s'en fiche. C'est que c'est un très gros crachat à ce qu'avait fait Friedkin 50 ans auparavant. Ça aurait pu être un beau crachat, on s'en fout, tu vois, mais Est-ce même que le crachat est moche. Est-ce que toutes les suites qui ont été faites d'Exorcist, parce que Gordon Oui. Green n'est pas le premier, n'était pas un crachat, finalement? Alors, je sais pas, j'ai pas regardé les autres, mais apparemment l'Exorcist 3 était. Ouais, ce Pas vaut, dégueulasse. l'Exorcist 3 se vaut quand même, et je crois. les gens aiment bien citer l'Exorcist 3 quand il s'agit de dire des suites de films d'horreur qui Mais- marchent bien. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que même avant d'avoir des trucs, c'est que je me suis dit quelles étaient les intentions de Gordon Green. Donc je suis allé voir les interviews et tout. Et le pire, c'est qu'il avait vraiment cette envie de rendre hommage à Friedkin, Oh d'aller là chercher, là. de capter la réalité, de Le capter menteur. c'est ce qu'est le cinéma de Friedkin. Hein. C'est un cinéma ultra documentaire. C'est un mec qui est passé par le documentaire. C'est un mec, quand il fait Exorcist, qui n'a pas pour projet de faire un film d'horreur, justement. Et il s'est dit, je vais lui rendre hommage, je vais faire pareil, j'essaie de capter l'essence du mal. Mais je sais pas ce qu'il a voulu faire, parce qu'il a fait tout l'inverse. L'essence du mal au cinéma, là, putain. Ouais, parce que moi, enfin, j'avais pas vu son Halloween de 2018, par contre j'ai vu la suite d'Halloween qui est à mon sens très mauvaise, mais là, cet exorciste il dépasse tout l'entendement, quoi. Parce que, au-delà de pas bien le faire, c'est qu'il a juste pas compris C'est ça. qu'est l'exorciste de C'est Friedkin. totalement ça. Friedkin avait dit oui, je sais qu'il y a un remake qui est en train de se faire ou une suite directe. J'ai pas envie de voir ça en fait. Et ce qui est vachement curieux avec ce film-là, c'est que le film de Du Friedkin. coup, il le verra pas, pardon. Ouais, heureusement qu'il le verra pas. Et heureusement pour lui, ouais. Alors, il a dit apparemment, j'ai vu passer dans une interview qu'il aurait dit si je sais plus s'il y a quelque chose après la mort, je viendrai le posséder. Ah oui, je viendrais vrai, posséder ouais. David Ah Gordon ouais. Green. Parce qu'il avait vu ces films en fait, c'est Halloween, il avait trouvé ça horrible. Ouais. C'est pour ça qu'il a commencé à dire putain, mais mec, fais pas de la merde, genre. Mais- Surtout, Dieu sait à quel point Friedkin il pouvait être salé. Mais pour revenir un peu à ce qu'est l'exorciste le premier, c'est que c'est un film de commande de la Warner de base. Et c'est fou de ressentir plus un auteur dans un film de commande Warner que dans un film que David Gordon Green a visiblement voulu le Ouais, faire. il avait vraiment envie de le faire. Il a même pitché la trilogie de base, donc. C'est ça. Mais ce qui est curieux, c'est que le film de Friedkin part d'un postulat qui est très simple et qui fonctionne, c'est-à-dire que on est dans une esthétique qui est très froide, mais qui amplifie ce sentiment de froid et qui amplifie jusque dans une scène finale qui se passe dans un lieu précis, parce que dans le exorciste de Friedkin, le mal ne se manifeste que dans une seule pièce, en fait. Et c'est la force du film, en fait. C'est ça, et ça se manifeste en plus au 3e étage, c'est-à-dire que dans l'appartement où la gamine Regan est possédée, plus tu montes les étages, plus l'air se refroidit, plus le mal s'installe. Alors que là, dans ce film-là, le mal, il est partout et nulle part à la fois. À vouloir être partout, il est nulle part. Ouais, c'est ça. Et il se balade beaucoup à droite à gauche. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les gamines possédées dans le film, les personnages les portent à bout de bras et les déplacent d'un lieu à un autre, tu vois. Ouais, tranquille, elles sont sous sédatifs. Bah ouais, c'est ça, parce que le mal, lui aussi, il ressent les antidépresseurs dans la vie, tu vois. Antidouleur, peut-être. Ouais, les antinoodlers. Vous avez un truc à dire avant que moi je vienne au cœur de mon truc? Je reprendrai la même idée, c'est que déjà tu as une scène iconique dans l'exorciste, c'est cette scène où tu as c'est l'affiche du film, c'est le prêtre dans la rue, c'est ce fameux lampadaire, et tout le nœud du film est là, c'est-à-dire que tu as cette séparation entre la maison, l'endroit où se trouve le mal, la rue, et tu as en fait cette dernière frontière. Et cette dernière lumière qui se met sur le prêtre, en fait, c'est ce dernier espoir pour battre le mal. Donc tu as vraiment une véritable notion de combat contre le mal dans ce film, que tu ne retrouves jamais en fait dans le film de Gordon Green. Et si tu veux faire la comparaison avec ce film-là, bah, la scène qu'il y a dans l'affiche, c'est la scène dans l'église. Et la scène dans l'église est affreuse. Enfin, vraiment, l'actrice, je suis désolé pour la gamine, mais elle le joue mal. Enfin, je suis désolé, je trouve que la scène ne fonctionne pas.
et que la scène en fait ne mène à rien. En fait, c'est Oui. vraiment, je dis plusieurs fois la même chose, un truc christique qui plus est, on est dans une église, donc du coup ouais, ça fait un peu subversif tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Parce que ça n'a pas de sens en plus. Parce Ce que qu'elle ça dit n'a ne- pas de sens. Ce qu'elle dit n'a pas de critique- sens. C'est une critique un peu de toute façon dans le milieu du film, c'est que jamais les scènes s'achèvent. C'est-à-dire que t'as un truc Ah qui oui, est non, mais on lancé est d'accord. et ça s'arrête. Et tu te dis bah putain. Mais tout le super. temps, le film fait tout le temps ça. Ouais. Il n'arrive pas à engager une atmosphère sur une scène sans la couper. Parce que le peu de fois où ça peut essayer de fonctionner, bah il coupe et ça fonctionne pas parce qu'on aimerait que la scène dure plus longtemps. Enfin, on voudrait que la scène dure plus longtemps parce que bah on attend le payoff quoi. On attend toutes les préparations. Voilà, toute cette préparation. On veut qu'il y ait un paiement à un moment donné et on l'a pas. On l'a pas, ou si on l'a, il est très mauvais quoi. Enfin, je suis même pas sûr qu'il y en ait une qui fonctionne bien, parce que moi je prends l'exemple de la scène dans la salle de bain, la première, celle où elle éteint et rallume la lumière. Je trouve que ça fonctionne bien au début, parce que bon, certes c'est un truc éculé d'éteindre et rallumer la lumière et d'avoir un truc qui apparaît et disparaît, mais je trouve que vu que le plan ne coupe pas, ça fonctionne. Mais bah la scène se coupe. Et t'as rien derrière. Je vois de quel moment tu parles, parce que moi justement à ce moment j'étais super content, j'avais l'impression que du coup Gordon Green il se disait un peu genre je vais arrêter de cutter et faire vraiment des plans d'ensemble et genre tenter mais des ça. trucs un peu nouveaux qu'on Ouais, voit mais- que dans du cinéma d'horreur très récent. Et non, il a juste cuté. Et puis, Mais oui, c'est ça, il a juste c'est cuté. tombé dedans, ouais. Et voilà. Non, et puis le démon en soi, de quelle manière il apparaît dans ce film? Il apparaît par des plans très Ah oui. courts cutés, alors je que voulais en parler aussi. c'est ça, chez Friedkin, le démon, c'est une silhouette dans un Il appartement. s'immisce dans le plan, il C'est s'immisce ça. dans le plan, Et- littéralement dans la mise en Après, à la scène. rigueur, ça c'est pas très grave, parce que comme on disait, il veut pas refaire du Friedkin. Enfin bon. Ouais, mais à un moment donné, genre. Mais tu vois, il peut tenter de nouveaux trucs, c'est juste que Ouais, là, il a sauf tenté que- un truc ouais, qui mais là, marchait le pas. truc, quoi. ouais, Comme le truc dit Owen, fonctionne pas le du tout. truc c'est que dans le Friedkin original, t'as ce côté tapis en fait. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est au 3e étage qu'elle est, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où même t'es au rez-de-chaussée, tu sens sa présence, tu l'entends crier, elle se déplace dans cette maison. En fait, ça rend cet endroit ultra serré et en fait, ça crée cette vraie atmosphère de peur. Ouais, et puis en plus, quand t'as un vrai plan du démon dans le fond noir, et qui en plus, moi, ça me fait encore peur quand je les vois, ces photos-là, c'est des plans qui n'ont pas de son. C'est-à-dire que le démon n'a pas de son à proprement parler, alors que chez Gordon Green, dès que t'as un plan d'une seconde à peine sur le démon, ça va te mettre des cris, des bruits stridents, mais t'es en Sans mode. oublier la musique aussi omniprésente dans le film. Oui. Et surtout qu'elle apporte rien, la musique. Hein. Non, c'est Et- juste pour te dire, regarde la musique, regarde, il y a de la tension, regarde, il y a de l'émotion. Ouais, C'est-à-dire que, étant incapable de mettre en scène son émotion, il est obligé de passer par la musique. Non mais vraiment, Tubular Bells se fait enculer mais 2 fois dans le film. Là, les remixes sont dégueulasses. Alors je sais pas si c'est ceux qui ont composé la musique qui ont aussi fait ces remixes là, mais franchement, prendre ce morceau iconique, bon déjà parce que c'est un morceau préexistant, et le remixer comme ça, mais ça a rien. Ce qui m'énervait aussi pendant tout le film, c'est ce côté la lumière, qui en fait ne change jamais de ton. Qu'importe la scène, qu'importe le lieu dans lequel tu te trouves, t'es systématiquement avec un éclairage qui est le même. Et même dans une scène comme la scène de l'exorcisme, qui est quand même une scène dans laquelle le démon est présent et tu dois sentir que le démon est là, t'as l'impression que c'est éclairé de la même manière que quand ça se passe dans l'hôpital psychiatrique ou quand ça se passe dans l'église. Enfin, moi, si tu veux, la scène de l'exorciste, j'avais envie de rigoler parce que je me suis dit, putain, c'est les Avengers du christianisme. Mais oui, on a les on y Avengers, arrive. on a les Avengers christianisme. du christianisme qui sont réunis. Parce que la résolution du film, c'est pas... En fait, il y a même pas d'exorciste dans ce film. C'est ça qui est génial. C'est que l'exorciste se pointe même pas à l'exorcisme. En fait, c'est un melting pot de religion. C'est-à-dire on a... L'exorciste, c'est tout le monde. Mais ça aurait pu être intéressant. Tu vois, là, c'est une des idées qui aurait pu être intéressante dans le film. C'est l'affranchissement du statut de l'église, de l'exorcisme, etc. Notamment par le personnage principal, en plus, qui est athée. T'as quand même une idée intéressante. C'est-à-dire que là, t'inversais tout le propos de Friedkin. Friedkin qui veut faire un film sur la foi, la lutte contre le mal. Et là, on prenait le sens inverse. Mais c'est totalement raté. Ouais, mais si tu veux faire un film qui se revendique comme étant l'héritier du film de William Friedkin, faut quand même que tu respectes le sens du film. Ce que fait même pas David Gordon Green, parce que c'est quoi le sens du film de Friedkin? Enfin, du scénario que... C'est pas lui qui l'a écrit d'ailleurs. Là, David Gordon Green a coécrit ce scénario-là d'ailleurs. C'est quoi le sens du film de Friedkin? C'est que la rédemption, enfin la foi et le salut passent par la rédemption. On suit un prêtre qui s'en veut d'avoir abandonné sa mère, c'est sa rédemption qui va lui permettre de faire l'exorcisme. Sauf que dans ce film-là, les chrétiens, c'est de droite. Et en fait, si tu es de droite, bah tu bats pas le mal. Non mais c'est ça, c'est littéralement ça. La résolution, et désolé je vais spoiler, c'est que ce sont les chrétiens qui meurent dans le film. On est quand même à ce stade de débilité. Le film, il a un sens, le premier film de Friedkin, il a un sens parce que tu peux être en désaccord avec le propos religieux, avec ce qu'il dit sur la foi, sur le bien, sur le mal, mais t'as pas le droit, quand tu fais un film 50 ans plus tard, de dire bah non en fait,
la chrétienté, c'est pas tant que ça bien en fait. Genre même si t'es en désaccord avec ça, non seulement Gordon Green il respecte pas le propos de l'original, mais en fait à vouloir aller dans le sens inverse, il annihile tout ce qui fait l'horreur du premier. Parce que l'horreur du premier, il dépend de ton rapport à la religion et de ton rapport à la foi. Sauf que si le film, il dit que la foi, on s'en bat les couilles, qu'est-ce qui fait peur dans ce film ? Qu'est-ce qui lui reste à proposer comme notion d'horreur, si ce n'est la forme d'horreur contemporaine qu'on a depuis 15 ans dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire bouh, jumpscare. C'est d'ailleurs la seule fois du film c'est la seule fois où le film a réussi à me faire sursauter, mais c'était sur un jumpscare putassier. Ouais. Il y avait un petit jumpscare un peu à la Inside Juice là où il y a une conversation en chant contre chant et puis d'un coup un démon apparaît derrière, donc c'était des petits trucs. Même ça, tu vois, genre. Même ça, il le fait pas bien, quoi. Ouais, bien sûr. Puis James Wan l'a fait il y a Inside Juice, ça a 12 ans maintenant, je veux dire. C'était un effet de mise en scène qui a marché en 2011 parce que c'était surprenant, tu vois. Là, le mec a littéralement copié-collé une idée de mise en scène de 12 ans. C'est ça le nouvel auteur de cinéma d'horreur contemporain, David Gordon Green. C'est un mec qui repompe des films de 50 ans et qui commence à se dire, vas-y, je vais leur donner un nouveau sens même si je les ai pas compris. Regardez T-West, ça c'est du bon film d'horreur. Ouais. Jérémy m'a montré X là il y a pas longtemps, c'est pas dégueulasse. Hein. Ouais, t'as vu ? Tu vois ? Ça c'est du On bon cinéma verra d'horreur. Pearl après, on verra Pearl, ouais. C'est ça. Mais moi j'ai envie de dire à David Gordon Green, s'il veut faire du film d'horreur ou même de la comédie, il peut. Mais il faut qu'il arrête de toucher à ce qui s'était fait avant. Comme on Oui, se parce qu'il a demandait, fait de la comédie avant, hein, Gordon Green. Non, mais Daily le gars Express, c'est bien. pourrait faire des trucs un peu plus trash, quoi. C'est ce qui lui plaisait, j'ai l'impression, dans l'Halloween. Les seuls moments qui marchaient bien dans le deuxième que t'as vu, c'est toutes les scènes un peu trash, bien violentes et tout. C'est pour ça que je me dis, prendre l'exorcisme, c'est un peu con, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est un film qui repose pas forcément sur de la violence physique. Enfin, il y en a de la violence physique, mais elle est frontale et elle est surprenante parce qu'elle survient dans une mise en scène qui est extrêmement froide et au bout d'1h30 de film. Alors que chez David Gordon Green, de la violence physique et corporelle, tu en as dès les 5 premières minutes du film. Ah oui, non, mais tu le ressens direct, c'est son truc, quoi. C'est son truc, mais qui colle pas avec l'exorciste en fait. Et si l'ambition du gars, c'est d'en faire 2 autres, moi je vais le hanter. Tu vas le hanter avec tel William Friedkin. Friedkin. Tu vois ce que réussit le mieux David Gordon Green dans son film, parce qu'il y a quand même des petites pointes de réussite. Le film est trop mauvais pour qu'on en fasse quelque chose, mais en fait, dès qu'il est dans le drame, c'est-à-dire que tu es dans tout le début du film, La première partie du film. première partie du film jusqu'à la disparition des filles, c'est pas incroyable, mais ça se tient. L'introduction à E.T., c'est très basique, c'est pas très bien mis en scène, même si t'as le côté intéressant qui est pas assez développé dans le film, c'est de mettre le personnage principal en tant que photographe. Parce que le photographe, c'est la personne qui se tient à distance des gens, qui observe, qui est dans la position de l'observateur. Et ça allait encore plus avec le fait que le personnage soit athée. C'est-à-dire que ça le mettait déjà en distance par rapport à tous les événements en fait christiques, les événements diaboliques, etc. Mais ça, c'est jeté à la poubelle très facilement parce qu'on l'exploite pas. Et ça crée cette relation perfide. On est toujours dans quelque chose de classique, mais finalement, ça fonctionne. Et dès que tu passes sur le genre de l'horreur, là, ça part en freestyle. C'est d'ailleurs la scène qui marche peut-être le mieux en termes d'horreur, c'est une scène qui n'en est pas une. C'est la scène du début où il joue à cache-cache avec sa fille. Ce qui est super intéressant, c'est que tu vas avoir un plan fixe et en fait, tu vas le voir passer derrière, tu le vois passer derrière dans le couloir et tu le vois arriver dans le fond du plan. Il revient, il fait peur à sa fille. C'est la seule scène qui est un peu intéressante et c'est même pas une scène d'horreur. C'est cocasse. Mais effectivement, j'avais pas relevé cette histoire de photographe et de athée. Effectivement, il s'en sert pas parce que. Ça revient pas après. Il y a pas de truc. Non, à part qu'il va limite- avoir des moments à dire oui, je suis pas croyant. Et à part l'idée de la fin où oui, c'est les athées qui sont sauvés et pas les croyants, mais c'est. En fait, t'avais un vrai effet intéressant à faire scénaristiquement et de mise en scène en fait. Mais franchement, sur la fin, limite, on pourrait le considérer comme agnostique, le gars, hein, peut-être. Mais ça se résume à quoi en plus le rôle de l'athée dans le récit? Parce qu'en fait, à part croiser les bras et regarder sa fille passer de main en main sous des rites vaudous et divers, il fait pas grand chose. Je veux dire, en plus, l'acteur, on lui donne pas grand chose à jouer parce qu'il a le regard ferme, stoïque. À un moment donné, Et c'est tu le seul t'attendrais- pour toi qui arrive à tenir la route, moi je trouve, dans le casting. Oui, parce que faire revenir Ellen Burstyn pour ça. Ah, ça Ah, fait. la pauvre. Ouais, après. Et l'actrice de Reagan aussi, c'était encore plus. Ouais, mais ça c'était convenu. Tu le voyais venir au moment Ouais. même où tu vois. Ah oui, l'épilogue, on en parle. Ah ouais. Putain. Le dernier plan, le tout dernier plan du film, ça il faut qu'on en parle. Ouais. Alors le Rappelle- dernier plan du film, ça pourrait être très bien dans un drame, mais pas dans un film Non, mais d'horreur. rappelle-toi, le plan dure 1 seconde, on revient sur la gamine qui sourit, ça c'est vraiment un plan d'1 seconde et j'étais en mode mais pourquoi J'ai même pas remarqué. Dans mais le c'est en fait, montage, on a- sur la table de montage, ils ont oublié Ouais, c'est ça. le plan, ils ont fait ouais. Puis franchement, Ellen Burstyn, moi ça me fait de la peine parce qu'ils l'ont quand même sorti de son EHPAD. C'est ça, Tu vois qu'elle galère un peu à marcher. Bon, ils l'ont pas sorti trop longtemps. Hein, Non, mais elle est tu sais digne qu'elle dans le voulait film. pas au départ, hein. C'est parce que vraiment on lui a proposé un sacré paquet de thunes qu'elle est revenue. Hein. Désolé, hein, mais proportionnellement, je pense qu'elle a plus d'argent à dépenser que de vie à vivre encore. Tu vois, genre. Je sais pas si elle a encore le temps de dépenser tout l'argent qui lui reste, c'est-à-dire, tu C'est vois. horrible. Non mais c'est surtout le truc des fameux legacy sequels qui veulent faire des trucs qui reprennent des anciens films pour les remettre au goût du jour. C'est que bah du coup tel Scream ou Halloween,
on va te faire revenir des anciennes figures de la saga qui a fonctionné avant pour essayer d'en faire quelque chose et d'en faire un élément dramatique, un élément de pivot. Parce que c'est des personnages, vu qu'on en introduit des nouveaux, qui peuvent mourir. On a déjà un attachement. Donc du coup, de les voir mourir, il n'y a pas besoin de créer d'empathie déjà pour eux parce qu'on l'a déjà. Scream l'a très bien fait, entre guillemets. Scream, le remake qui a été fait il y a 2 ans maintenant, l'a très bien fait sur le personnage de Dewey qui... spoiler, meurt dans Scream 5 du coup, et le refait sur Scream 6 mais ne fait pas mourir de personnage Legacy il me semble. Halloween, pareil, tu fais mourir le personnage, parce que c'était le but de la trilogie, tu fais mourir le personnage emblématique de la saga, et là en fait tu fais souffrir l'un des personnages principaux du film original qui date d'il y a 50 ans, tu le fais ramener juste pour le faire souffrir et pas en faire grand chose d'autre. C'est un peu métaphore de ce que fait Green avec l'Exorciste, quoi. Mais c'est surtout une copie. Je pense qu'en fait, ce moment-là, c'est dans le premier Exorciste, c'était un moment avant que t'aies les prêtres qui arrivent. En fait, et tue un mec en le faisant tomber par la fenêtre, il me semble. En fait, cette scène-là, c'est vraiment pour suivre la même narration. On veut introduire une scène où il y a une sorte d'attaque, et en fait, il a mis cette scène-là. Oui. Mais elle est purement gratuite en fait, elle apporte rien. Mais c'est surtout que la manière dont ça arrive est totalement conne. Enfin, quand tu sais ce que le personnage a vécu, c'est inconcevable qu'elle tombe dans le panneau en fait. Oui, là tu parlais d'attachement qu'on a au personnage par exemple de Jamie Lee Curtis dans la saga Halloween. Il me semble pas que le personnage de Chris McNeil incarné par Ellen Burstyn résonne autant dans l'inconscient collectif que celui de Jamie Lee Curtis. Ou dans une moindre mesure, celui par exemple de Heather Langenkamp dans Les Freddy et Griffes de la nuit. Bah, si tu veux, la force le point fort de l'exorciste, la chose qui est iconique dans l'exorciste, c'est la fille. Oui. C'est pas Ellen Burstyn, c'est pas la mère. À l'inverse d'un Halloween, justement, où ça va être Laurie Strode, c'est ça, qui va être iconique, en plus de Michael Myers. En fait, Ellen Burstyn, on s'en bat les steaks dans l'exorciste. Parce que Halloween se repose sur une dualité, tu vois, et c'est une dualité qui sert encore, on va dire, dans les films de Gordon Green, mais qui est inexistante dans l'exorciste. Et justement, la dualité de l'exorciste, ça se passe entre le prêtre et la gamine. Et là, le prêtre. Le prêtre. Oui, et là, le prêtre, il sert à rien. Le prêtre qui arrive en mode Deus Ex Machina. Oui, c'était génial ce moment. J'ai rigolé. Mais j'étais content. Alors après, il y a un truc bien, parce que tu dis, oui, il arrive bien, entre grosses guillemets, entendons-nous bien, mais il arrive en mode Deus Ex Machina. Tu t'attends à ce qu'il, potentiellement, parce que tu sens que c'est la fin du film, que potentiellement, il va réussir son exorcisme. Mais il tourne le truc et il le réussit pas. Bon, ça, ok. Mais... il le tue comment ? En faisant référence à une scène de l'exorciste originel, donc celle où t'as Regan qui tourne sa tête à 180 degrés, mais sauf que c'est tellement mal fait, enfin ça a beaucoup plus d'impact dans un film qui est sorti il y a 50 ans avec des effets pratiques, là tu sens que c'est full effet numérique, et que ça ne fonctionne pas, et que franchement c'est une référence pour une référence, en plus c'est surcuté à la mort il me semble, à ce moment-là tu l'as pas en un seul plan. Tu l'as même pas en un seul plan pour voir le truc qui se déroule sous tes yeux. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et même au moment de l'exorcisme, je m'attendais qu'en plus, l'idée d'en avoir 2, pourquoi pas, mais t'en fais rien. Parce que moi c'est ce que je t'ai dit. Moi, je pensais que sur les 2, au moment où elle commençait à convulser et tout, je me suis dit putain, ils peuvent faire des trucs de fou, genre avec leurs coups se commencent à s'entremêler. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir de meilleures idées que Gordon Green, alors que j'ai pas eu l'idée de faire ce Legacy sequel de l'exorcisme, quoi. Peut-être qu'il se retient pour les suites, mais par pitié. Tu vois, Halloween était génial, celui de 2018, et puis après c'est parti. Mais c'est ça, et c'est ce que je disais à Julien en sortant de la salle, mais je suis à 2 doigts de reconsidérer mon avis pour Halloween 2018. Ça se J'ai envie de le revoir. Ça se trouve, en fait, on l'a surévalué, et au regard de ce qu'il a produit ensuite, ça se trouve. Et on sent l'influence d'Halloween tout le long du début du film. En fait, t'as l'impression d'être à Haddonfield au début du film. Ah oui. Les pavillons, le décor automnal. Ah oui, le tout forêt. début là, les longs plans séquences aussi. Ouais, mais c'est peut-être ça le problème, c'est que t'as l'impression d'avoir un film bâtard, genre. C'est ça. Et puis on a un film qui veut intégrer trop de personnages, mais qui n'arrive jamais à en développer un seul convenablement. Parce que la scène finale d'Exorcisme, elle inclut quand même une dizaine de personnages, dont 8 sur 10, tu sais même pas qui c'est en fait. Ils ont même pas un trait de développement tant soit peu. Bah ouais, c'est ça, en fait, ils utilisent des clichés. Bon, alors lui, c'est ça, c'est l'orthodoxe catholique, voilà. Ça, c'est le religieux vraiment croyant, ça, c'est la famille de droite, ça, c'est les athées, ça, c'est la vaudou, tu vois. Voilà. On dirait une mauvaise blague. C'est l'histoire d'un révérend, d'un pasteur et d'un prêtre qui se retrouvent. Et puis, ils sont complètement cons, parce que quitte à vouloir faire un melting pot de religion, puis moi, j'aurais adoré avoir un juif et un musulman qui se tiennent main dans la main contre le démon Pazuzu, il fait « Tends ta gueule !» et puis voilà, quoi. Au moins, le film aurait été rigolo, quoi. Mais Gordon Green, il faut lui donner genre d'autres sagas, comme je disais à non, Owen. Il fasse son travail, qu'il fasse son truc à lui, qu'il arrête de toucher à des sagas. Moi, je le verrais trop bien sur du Vendredi 13, franchement. Là, au moins, il y a pas de problème, quoi. Il peut faire un truc con. Ouais, après, et un peu d'ambition. Enfin, et tes propres projets, quoi. Il arrête de massacrer les sagas des autres. Non, mais à vrai dire, c'est vrai que Vendredi 13, c'est pas une saga qui a autant de sens que l'Exorciste ou Halloween, tu vois. Donc, quelque part, on s'en fiche un peu. Et si ça lui fait plaisir, ça lui fait plaisir. Tu vois. Mais il y a plus de chances de faire un truc positif avec du Vendredi 13. Oui.
Puis ça lui correspond un peu plus, je pense, parce que c'est plus neuneux et un peu plus débile. Et je pense que, aussi prétendument artiste qu'il est, c'est même pas une vraie phrase, et je pense qu'il se retrouverait beaucoup plus dans une saga conne comme Vendredi 13 que dans une saga plus intellectuelle que L'Exorciste. On peut terminer par les chiffres si vous voulez qu'on... Vas-y. Voilà, donc si vous voulez être la déception pour vous dire à quel point des films originaux comme The Creator ne fonctionnent pas et des films de merde comme celui-ci fonctionnent bien, alors donc The Exorcist, Dévotion et Believer en VO il me semble. C'est ça. Alors pour les chiffres de The Exorcist Believer, c'est 30 millions de dollars de budget. Au bout du premier week-end d'exploitation, il était à 26,5 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis, et maintenant, après la semaine qui s'est écoulée, à quasi 34 millions maintenant. Et il est à 54 millions au niveau mondial, donc il s'est déjà remboursé facile. Et au niveau du premier jour FR, c'est le deuxième des sorties du jour, derrière le film Pas de Patrouille, encore une fois, Pas de Patrouille qui défonce toute la concurrence. Il défonçait The Creator la dernière fois aux sorties US, et là il défonce The Exorcist Believer en France sur le premier jour. Donc The Exorcist Believer est à 35 638 entrées précisément sur le premier jour FR. Et donc, vu le box-office mondial actuel, et donc du coup, vu que on va être qu'au deuxième week-end d'exploitation aux États-Unis et qu'il est déjà à près de 55 millions de dollars, il va pouvoir faire au moins le deuxième volet de sa trilogie qui devrait sortir en 2025 et qui devrait s'appeler The Exorcist Deceiver. Voilà. Tu vas chialer? Ah ouais, je pense qu'on peut chialer, ouais. Bref. Et on va parler désormais, on passe au cinéma français, parce qu'on va parler du règne animal de Thomas Kell. Oula, j'ai bégayé. Thomas Non, mais je vais faire l'accent un peu. Ça va être une vanne parce que sur chaque film français on galère avec les noms ou... Non. On passe au règne animal de Thomas Kellet, 9 ans après Les Combattants. C'est que son deuxième film, il me semble. Hein. Alors par contre, il était occupé sur une série entre-temps. Oui, il a fait Ad Vitam, série Arte. Ah oui, quand même. Thomas Caillet, donc. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Aymen. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Franchement, les noms français, on galère à chaque fois. Ouais, d'ailleurs, on va retrouver Madame Exarchopoulos, pardon, excusez-moi, messieurs. Bref, alors, de quoi ça parle le règne animal? Parce que vous en avez sans doute vu des affiches à droite à gauche avec Robin Duris. Mais bon, n'est-ce donc pas la 107e affiche que vous voyez avec Robin Duris sans véritablement savoir de quoi parle le film? Oui. Voilà. Donc, de quoi ça parle le règne animal? Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Alors, messieurs, parce que je crois que le film divise un peu plus. Ah bon? Ok, je sais pas. moi j'ai bien apprécié ce film. Pas une claque, genre pas un chef-d'œuvre, pas un truc waouh, le meilleur film de l'année, mais je trouvais ça super cool. Je trouvais que c'était une bonne proposition en France. Bon, après, ça c'est souvent le cas des films un peu fantastiques français. On est toujours un peu là à les idolâtrer parce qu'on est en France, donc on n'a pas trop d'argent. Enfin, c'est souvent ça quoi. Mais ouais, non, très 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 bon film, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, dites-moi un peu vous. Ouais, c'est pas tant un problème d'argent, surtout que on a l'argent, mais qu'on l'investit pas dans ce genre de film. Tu sais, souvent on fait du cinéma de genre, un cinéma fantastique français, et tout le monde va être en mode putain, mais c'est trop bien, c'est génial, parce qu'en France on fait pas souvent ça, donc on va souvent faire une éloge un peu de tout ça, même quand c'est pourri quoi. On va être plus indulgent. Ouais, voilà. Typiquement, genre, Le Visiteur du Futur. Moi-même, je suis très indulgent avec le film parce que j'aime bien Le Visiteur du Futur, mais j'ai conscience que le film est pas incroyable. Je pense aussi au Dernier Voyage de Romain Quivron, Oui. si vous l'avez vu, Oui, peut-être, je l'ai vu, oui. qui était à l'époque une proposition assez intéressante, mais qui souffrait vraiment là de son manque de budget. Et du fait que ce soit un premier film aussi, je crois. Oui, et que Jean Reno n'en avait rien à foutre d'être sur ce film. Ouais, il a fait 2 jours de tournage, mais je c'est pense, un autre et puis, débat. Ça, Si on revient sur le règne animal, moi c'est un très grand oui. Parce que déjà, quand il y a du film un peu de science-fiction fantastique, je trouve que c'est toujours audacieux. Parce que pour trouver la production, c'est compliqué. Pour aller jusqu'au bout, c'est compliqué. Quand on a un, malgré les défauts, je préfère voir le verre à moitié plein. Et voilà, donc c'est un grand oui pour moi. D'accord. Et toi, Jérém? Pareil, un très grand oui, franchement. Beaucoup apprécié le film. Franchement, je m'en attendais pas grand chose, même si on a toujours une petite attente parce que le cinéma de fantastique français, c'est rare et on a envie de le supporter. Et franchement, oui, faut aller le voir, je pense, c'est important.
D'accord. À vrai dire, moi je considère pas que le film est mauvais, parce que en vrai, je l'aime bien. Mais j'ai dû regarder ma montre, le temps, bien 5-6 fois, parce que je trouve que malgré toutes les qualités qu'on peut lui trouver, et d'ailleurs pas mal de qualités assez rares, je trouve qu'on s'ennuie pas mal en matière de montage. Et c'est vraiment dommage en fait, que j'arrive pas à rentrer dans une histoire qui a toutes les cartes en main, mais dont le montage et dont les scènes sont systématiquement trop longues à mon goût. Bah, après, on l'a tous présenté comme film de science-fiction, fantastique, etc. Mais en vrai, c'est surtout un drame. Oui, ça reste à la sauce française. C'est quoi. ça, et c'est pour ça que c'est pour ça que j'aime beaucoup le film, parce que l'univers qui est créé, il est vraiment au service d'un drame familial. C'est-à-dire que on n'est pas en vrai tant sur un film on pourrait dire science-fiction, d'anticipation ou de fantastique, on pourrait le caractériser par bien des noms, mais on est vraiment sur un film qui est sur l'appréhension du corps, l'appréhension de soi, et de la recherche de sa place dans la structure familiale et sociétale. Et en fait, tout cet univers fantastique, on va dire, n'est qu'un prétexte à une chose qu'on a déjà beaucoup vu dans le cinéma français, mais je trouve que le fait d'utiliser cet univers-là, ça sublime le propos. D'accord. Mais c'est vrai que je trouve par exemple que le postulat de base, qui est cette histoire de mutation vers l'animal, ça amène un propos qui est assez universel, qui est en plus le fait que ça se passe en campagne et qu'on se retrouve avec plein de personnages qui sont très les monstres, faut les tuer, faut les foutre dehors. Il y a tout un discours sur l'immigration, sur le rapport à la xénophobie, mais qui en adoptant un discours plus animal, alors que nous sommes des animaux en tant qu'humains, il y a ce discours-là qui est assez intéressant et qui marche. Franchement, moi je trouve qu'il marche, tu vois, parce que ça parle de quelque chose de précis tout en étant très universel dans sa forme. Donc pour le coup, je suis assez enthousiaste. Mais encore une fois, je reste sur ce goût d'ennui un peu palpable. Par exemple, la scène, je sais que beaucoup se sont émerveillés devant, mais la scène de vagabondage un peu finale dans la forêt. Elle est géniale cette scène. Je sais pas, moi, c'est genre la meilleure scène du film en fait. Je sais pas, moi je m'endormais en fait, j'étais en mode. Mais non, mais elle est super intéressante c'est que scène ce qui soit. prend le temps Voilà. de contempler. Quoi. Ouais, et même dans le contexte du film, enfin, ce qu'elle veut dire, la scène, c'est. Ouais. Je trouve. Non, du coup, je disais, c'est une scène magnifique parce que c'est vraiment l'achèvement un peu de comment appréhender Emile, tout ce monde un peu animal qu'on utilise depuis le début. Et je sais pas, je la trouve super belle à contempler. Il y a pas de dialogue, juste. Et c'est ça, d'un seul coup, t'as du silence complet. Je trouve que ça t'apprend, en fait, ça rappelle l'importance du silence au cinéma. Le fait que, des fois, ne pas utiliser de musique, ne pas utiliser de son, enfin, de manière le plus minimaliste possible, sinon, c'est un effet de mise en scène, c'est des choix artistiques. Oui, effectivement, ça fait plaisir, ce silence, mais après, moi, ça me ramène un peu au dialogue que je trouve à 50% assez efficace et à 50% complètement ridicule. Par exemple, moi je trouve que la scène d'introduction qui se passe dans une voiture avec Romain Duris qui fait ses citations un peu philosophiques, très vite, moi ça me l'a rendu antipathique. Alors au fur et à mesure du film, j'ai commencé à l'apprécier ce Romain Duris là, même si son jeu d'acteur est toujours le même. Mais les dialogues, que ce soit lui ou même Adèle Exarchopoulos, qui est absolument pas aidé par ses lignes de dialogue, ça rend l'univers très... j'ai du mal à rentrer dedans encore. Sur la scène d'introduction, sans revenir sur la question du dialogue, je pense qu'on veut dire la même chose. Je pense qu'on voulait dire la même chose, mais en fait, justement, elle est super, sa scène d'introduction, parce qu'en fait, elle te prend tout à contre-pied. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que ce soit le début de l'épidémie, il y a un truc qui cogne contre l'ambulance, tu dis « Ah, ça commence », et en fait... C'est surtout que on te le tease dans la bande-annonce. Ouais, on te le tease comme ça, et en fait, quand il arrive, et en fait, t'apprends que cette épidémie est là, elle est là depuis longtemps, en fait, tu as une scène banale du quotidien. C'est ça, alors qu'on te la vend comme... je vois tes notes et j'avais la même référence. Mais ouais, on a l'impression que c'est la première scène de World War Z où t'as... Exactement. Où t'as, non, mais effectivement, l'invasion qui commence et tout. Enfin, il est pareil, c'est le même truc, dans les bouchons, une bagnole avec le père et sa famille. Non, effectivement, en plus ça fait relativiser le dialogue, genre quelle époque. Ouais. Mais moi, c'est vraiment ce premier dialogue entre un père et un fils. Donc au-delà de tout l'aspect science-fiction du film, c'est juste ce dialogue, cet échange qui fonctionne pas. Et je trouve que la moitié des échanges qui se passent entre le père et le fils, ils sont complètement clichés. Mais même, je trouve que ça fonctionne bien, d'autant plus à l'après-Covid en fait, parce que en fait, c'est considéré comme des malades et donc t'as un peu peur des malades, etc. Et on était en mode qu'à l'époque le Covid, t'as peur de l'autre parce que potentiellement il peut t'infecter de quelque chose. Enfin, je trouve que ça fonctionne d'autant mieux après une pandémie, quoi. Mais là, je parle vraiment des dialogues juste un peu lambda qui sont censés sortir de l'intrigue. Je sais plus, genre par exemple, les citations de René Char
char à la Mais volée. c'est ça, quoi. genre, Ouais, ça, j'avoue, je peux comprendre. Et même ces petites réflexions en mode quand, au supermarché, je l'ai noté celle-là. Pourquoi vous avez jeté autant de saucisses? Vous voulez ouvrir un Buffalo Grill? Enfin, ouais, c'est ça. Non, honnêtement, le personnage qui est joué par Adèle Exarchopoulos a pas sa place, parce qu'en fait, le personnage pourrait être supprimé du film, le film marche. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de temps qui est donné pour développer une... Parce que ça se sent, cette relation amoureuse, en fait, entre le personnage de Romain Duris et d'Adèle Exarchopoulos, mais c'est vrai qu'elle est pas à sa place, où elle est mal dirigée, je pense. Je me pose un peu la question, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une trilogie du règne animal? Est-ce qu'il n'y aurait pas une suite à ce film? Ça pourrait très bien se terminer, mais j'ai l'impression qu'ils ont justement pas du tout développé le rapport entre Duris et Exarchopoulos. Ça, c'est un raté de l'œuvre, par contre. Moi, je pense juste que le personnage d'Adèle Exarchopoulos a été écrit sans penser que ce serait incarné par une tête d'affiche, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Et ça donne vraiment l'impression que c'est un personnage qui est au-delà de secondaire, même tertiaire, et que forcément ils ont mis Exarchopoulos pour faire du chiffre, un nom qui attire, mais le personnage n'est pas taillé pour elle, le personnage n'est pas pensé pour elle, et le personnage n'est même pas pensé pour être incarné par une tête d'affiche. Merci pour votre comportement républicain. Ça, tu vois, c'est une ligne de dialogue qui était totalement risible. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est à la sortie du supermarché, justement. Je te l'entends dire de Adèle Exarchopoulos avec son accent et son style un peu de la banlieue, t'es en mode... Alors que ça se passe dans le sud, quoi, donc... c'est ça. Non, mais je suis très critique et je suis très... Je me pose en balance contre vous qui êtes plutôt optimiste sur le film. Après, le film a des défauts. Hein. C'est ça, mais dans l'ensemble, je l'apprécie en soi, tu vois. Je suis juste pas extatique ni... Je trouve que le thème de la mutation globale fonctionne... Enfin, et à tous les niveaux, en fait. Parce que mutation dans l'histoire, mutation au niveau de... Dans la diégèse du film, je veux dire. Les mutations qui se passent dans la diégèse du film, mais si tu veux prendre le film en lui-même, il y a des mutations du film lui-même. Que ce soit au niveau de l'histoire, parce qu'on passe de la mutation de... Une mutation, parce qu'au départ, on est sur « je veux retrouver ma femme, je veux retrouver ma mère », on passe plus sur comment ça se passe pour... j'ai oublié le nom du... Émile, pardon. Comment ça se passe pour Émile. Mutation de la mise en scène aussi, parce que j'ai l'impression que parfois, au début, t'as plus des plans caméra à l'épaule, et à la fin, avec notamment ce plan de déambulation, qui est entièrement à la grue, je crois, et qui du coup fait très posé, etc. en comparaison. Il y a des mutations à plusieurs niveaux. C'est peut-être branlette intellectuelle ce que je dis, mais je trouve que ça fonctionne. Au début, c'est très, du coup, caméra épaule, très documentaire, très regardez les news, les animaux, les créatures, et à la fin, on accepte la chose. On accepte chose. Du coup, c'est un peu magnifié, là. Tu parles de la grue, c'est de la dernière scène avec Émile. C'est ça, c'est la magnification de... Ouais, c'est genre, tu vois, maintenant, c'est plus du tout... C'est ça, parce qu'on a réussi à les appréhender aussi, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez de la performance d'acteur du garçon, en fait? Parce que, moi, à vrai dire, elle m'a impressionné. Je trouve que l'acteur joue très bien. Qui joue très bien, c'est une grosse révélation, je pense. C'est parce qu'au-delà d'un jeu d'acteur du visage, c'est un jeu d'acteur du corps, parce que c'est un corps qui se métamorphose, et c'est des trucs moteurs du corps, c'est-à-dire faire du vélo ou écrire, que le personnage perd petit à petit, et il faut réussir à jouer ce personnage qui n'arrive plus à écrire, qui n'arrive plus à faire du vélo, et je trouve qu'il le fait très bien. La façon dont il tombe du vélo, il sort du champ un peu débile, je trouve ça drôle, quoi. Mais il a un petit côté drôle, même dans l'accent qu'il prend. Je trouve qu'il a un petit côté Esteban. Je sais pas si vous voyez ce qu'il c'est, l'acteur Esteban, mais je trouve dans ses intonations de voix, il y a un peu ça des fois. T'as où il est cité d'or? Oh, il est content. Merci. Non, mais vous voyez pas qui c'est l'acteur Esteban, franchement? L'acteur français Esteban? Mais je trouve qu'il a un peu des intonations. Il s'appelle juste Esteban, il n'a pas de nom de famille dans... Ouais, je crois que son nom de scène c'est Esteban, donc... ça ne me dit rien. Bon, vous irez chercher. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs, sur ce film qui... Le petit côté body horror. On dira, mais voilà, c'est ce qu'on dira, c'est que c'est très classique, ou que... on a 20 ou 30 ans de retard sur ce qui était déjà fait, mais c'est sûr que quand tu vois le film, tu peux que penser à Cronenberg. Oui. L'appréhension de la transformation, les petits débuts, les très gros plans sur le corps. Il y a un peu de la mouche, là, quand il arrache ses ongles. C'est ça, je pouvais pas. Je pouvais pas. Les cris qu'il fait, en plus, pas mal. Ouais, au niveau des cris, putain, ça a glacé le sang. Hein. Tu sens qu'il a mal, hein. Tu sens que le gars, il sait ce que ça fait de s'arracher un ongle, hein. Moi j'ai un dernier truc, c'est peut-être... Mais est-ce que la scène dans les champs, est-ce que ça en fait une scène zoophile? Mais en vrai, c'est une des scènes les plus intéressantes, parce que ça pose plein de questions, justement. Oui, mais en vrai, c'est très intéressant, mais moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être dégueulasse, mais c'est est-ce que ça en fait un acte zoophile ou pas, quoi? Parce que ça posait la question, c'est est-ce que d'une relation amoureuse avec les personnes qui subissent une mutation, est-ce que c'est éthique, pas éthique? Ils en parlent à un moment, de toute façon, dans le film. Par rapport à Romain Duris et sa femme. Ouais, c'est ça, mais en vrai, la question est intéressante, parce que est-ce que
bah, tu continues d'aimer la personne pour ce qu'elle a été, malgré ses mutations ou pas. Est-ce que la personne change en elle-même ? Bah, là, personnellement, je pense que pour la fille, je pense qu'elle l'aimait avant sa mutation et que du coup, c'est juste, elle l'accepte même une fois mutée, quoi. Mais je pense qu'elle l'aime d'autant plus sa mutation, parce que la fille est autiste. Donc en fait, elle sent de l'amour dans la différence. Alors qu'à l'inverse, t'as des personnages comme le campagnard raciste, enfin j'en sais, son camarade d'école. Ah oui, le pote de droite, là. C'est ça, et c'est marrant parce que t'as l'autre pote aussi qui fait du béour. Qui fait du béour, et qui est là en mode « Non, ce sont des entités vivantes, et elles sont comme nous, égaux, de gauche !» Ouais, je fais des blagues, mais c'est problématique. Il y a un plan qui m'a assez surpris aussi, c'est juste après ça, c'est pareil, dans toute cette scène où il y a la fête du village. C'est le plan d'un mec avec qui les est sur ses échasses. Et Ouais. tu vois, t'as plein de bagnoles qui passent, et t'as une créature qui passe Ça ressemble derrière. à Wendigo, justement, ça m'a fait. Mais Et genre, bah, tu vois plein de bagnoles qui passent, t'es en mode putain, il y a la 3ème guerre mondiale qui se prépare ou. Mais ça, c'est une belle scène, c'est de montrer un peu que le Wendigo, tout comme le mec avec ses échasses, sont bien flippants, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'était pour ça le plan, non ? Puis moi, il y a un plan, j'ai failli me lever aussi, parce que le gamin vient se réfugier dans les épis de maïs, et t'as plein de gars avec les échasses qui avancent dans les hautes herbes. Moi, j'ai failli hurler « Non ! Ne partez pas vers les hautes herbes !» On a pensé à la même chose, mais j'ai pensé à Signe aussi, du coup. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le film, messieurs ? Non, c'est bon. Non, mais franchement, allez le voir. Et les chiffres ? Et les chiffres, bah alors du coup, c'est près de 16 millions d'euros de budget quand même pour le règne animal. Et sur la première semaine, il n'est seulement que 2e des sorties derrière la fameuse Bernadette. Il est à 224 476 entrées. Et donc, je rappelle qu'il y a des sites qui essayent de transformer ça en recettes en monnaie, quoi. Et on serait sur 1,4 million de recettes pour l'instant. Parce que nous, quand on est parti, c'était quoi, 2 semaines après sa sortie, genre même 1 semaine et demie, et la salle était remplie, c'était un mercredi ou un mardi soir, je sais plus trop. Non, c'était mercredi. Et c'était rempli, quoi, donc j'ai l'impression que ça marche, non ? Oui, donc peut-être sur la durée, le film va fonctionner, oui, c'est possible. Hein. Ça intrigue ce film. Du coup, autre chose. Du coup, oui, on en a fini avec nos critiques de films, et je vous propose d'écouter un petit morceau, messieurs, avant de passer à nos jeux. Je vous propose d'écouter P.Y., Pierre-Yves, de son véritable prénom, avec un joli morceau Céleste, que vous pouvez écouter d'ailleurs ces 5 autres morceaux sur le site de Wishing Light Channel. Bonne écoute. Quand vient le silence de fête, de beaux discours n'ont plus de prise en moi. Céleste, oui c'est à toi que je m'adresse.
mesdames et messieurs, c'était Pi, le morceau céleste, et vous pouvez écouter tous les autres morceaux sur le Wishing Light Channel, la chaîne du site wishinglight.fr. Très éloquent. On passe au jeu, parce que j'ai un jeu à vous proposer, que j'ai appelé Casting foireux Camoulox. Oh. Ça envoie du rêve, hein. Intéressant. Des fois dans la vie, il y a des acteurs qui jouent des rôles. Tu sais pas pourquoi on les fait jouer ces rôles. On leur donne des rôles bizarres, on les met avec d'autres acteurs. Tu sais pas c'est quoi ce Bloogie-Boulga. Donc, Ce quoi? Bloogie-Boulga. C'est Tu Bloogie-Boulga l'as ou bien Boul- dit, tu l'as bien dit. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Gloubi Boulga, non? Ah, redis. Bloogie-Boulga. Ah non, là, je- Boulga. Glooby-Boulga. Oh là là. Voilà. Aïe aïe aïe. Donc, tu te demandes c'est quoi ce Glooby-Boulga. Et je vais donc vous citer des castings un peu bizarres. Et vous devez me dire en fait si ces castings sont vrais ou s'ils sont faux. Ça va être des mix, hein. Ça veut dire tel acteur joue tel rôle, tel acteur avec tel réalisateur, tel acteur avec tel acteur chez tel réalisateur, d'accord? C'est le bordel, mais ordonné. Le premier que je vous propose, c'est Eddie Mitchell en créature de Frankenstein avec Jean Rochefort. Vrai. Julien, Fred, Faux. Faux. c'est vrai. Je sais parce que j'en ai parlé dans un article que j'avais écrit pour le 7ème. Oh bon Dieu. Et c'est quoi ce film? Ah, j'ai oublié le titre. C'était pas Frankenstein 2000, un truc dans le genre? Presque. Frankenstein 90. Oh putain. Le deuxième, Kurt Russell en Père Noël. C'est vrai. Vrai. Ça, c'est vrai, oui. C'est vrai, oui, bien joué les gars. Dans quel film? Les Chroniques de Noël sur Netflix. Exactement. Jane Fonda et Coluche Oh, ils l'ont tous carrément. C'est- dans un film de Claude Zidi. Non, c'est faux. 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 T'es sûr? Oh putain, c'est vrai. Non, c'est faux. Ah ouais, putain, Jane Fonda et Coluche, mec. Jane Fonda et Coluche. Eh, C'est pas possible. je vous ai trouvé T'as un sacré esprit. Hein. Michael Crawford et John Lennon dans un film de Richard Lester. Vrai, je dirais. Vrai. Julien, t'as dit quoi? Faux. Vrai. C'est vrai. Ouais, j'ai Le dit film que c'était s'appelle Comment j'ai gagné la guerre. C'est un des seuls rôles, un des seuls films dans lequel John Lennon joue un rôle. Ouais, bah j'aurais jamais eu le titre du film, donc t'as bien fait de le donner. D'ailleurs, Richard Lester, en principe, vous le connaissez pour 4 garçons dans le vent, Help. C'est le mec. Superman 2. Oui, c'est le gars qui captait aussi les concerts de Paul McCartney. Donc, si vous étiez un tant soit peu fan des Beatles, messieurs, le mélange Richard Lester et John Lennon, vous auriez dit vrai. Non. Ouais. Messieurs, Mohamed Ali et Chris Christopherson. Qui est le deuxième? Christopherson, il joue dans la trilogie Blade et le rôle principal aussi dans Les Portes du Paradis de Michael Crichton. C'est vrai. Michael Cimino. Plutôt. Michael Cimino, pardon. Michael Cimino. Tu dis c'est vrai? Faux. C'est faux. C'est vrai. Oh. Le film s'appelle Freedom Road, c'est un téléfilm de 3 heures. Adam Sandler, Al Pacino et le tennisman John McEnroe. Ouais, y a trop de trucs pour que ça soit faux, donc je vais dire vrai. C'est faux. C'est... Moi, je dis vrai. Tu as chier. Ça me démangeait. C'est faux. C'est vrai. Putain. Yes. Et le film s'appelle Jack et Julie. J'aurais jamais eu. C'est un film très décrié, considéré... Vous regardez sur WatchMojo, le top 10 des pires films de l'histoire du cinéma, c'est le deuxième. Voilà. Après Mais John The Room. McEnroe... Hein? Après The Room. Je sais plus c'était quoi le premier, mais... Mais Zérum, c'est devenu culte maintenant, du coup, c'est trop bien. C'est un très bon film. Messieurs, The Rock dans un film de Paul Thomas Anderson. C'est faux. Je dirais vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est Ah, faux. merde. les gars, j'ai eu peur. Parce qu'il a fait des rôles un peu sérieux, je me suis dit pourquoi pas chez Paul Thomas Anderson, Non, quoi. non. Louis de Funès, Alain Delon et Lino Ventura. Vrai. Ça, c'est vrai. Ouais, je suis le groupe, vrai. Ah, tricheur. C'est Bah vrai. quoi Alors, c'est attends, vrai, attends, c'est vrai. laisse-moi peut-être trouver. Ouais. Tu as dit donc Lino Ventura, Louis de Funès et Alain Delon. les trois en même temps. Non, je suis pas sûr. C'est peut-être un film de Melville, sans doute. Non, mais est-ce Non, que c'est vrai déjà pas- ou pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. C'est pas un film de Melville. Non. Hmm. Sinon, je l'aurais noté, tu vois, j'aurais rajouté au Pluggy Goulba. Non, je vais pas l'avoir. C'est Le Diable et les 10 Commandements. James Stewart, dans le rôle de Jean Valjean. Oh, vu le nombre d'adaptations des Misérables, c'est bien possible. Ouais, c'est bien possible. Ouais, Ouais, je dirais ouais, vrai. ouais. Perdu. Oh, C'est mince. faux. Et enfin, mon dernier, mon chouchou. Gérald Butler, Ludacris et Taylor Lautner. Vrai. Je sais pas, je me dis le combo est trop fou. Vrai. On va dire vrai aussi, ouais. C'est vrai. Alors attends, je peux essayer... Attends, ça doit être une connerie ce film. Gérald Butler, Gérard Butler, Ludacris Ludacris, et Taylor Lautner. Taylor Lautner. C'est pas un truc genre... Taylor Lautner, c'est pas le rôle principal dans le film ou je ne sais quoi? Non, Ah non, c'est bah un alors, rôle très secondaire. Ah mince, parce que je pensais à un film et je me suis dit peut-être que les rôles C'est un secondaires, film qui est passé sous les radars de Karim Debache. Ah oui, ouais, ça va être compliqué de... Je l'aurais pas, je pense. Non, c'est dans Ultimate Game. Putain,
Mais si, maintenant que tu le dis, en fait, oui. Et voilà. Mais je savais pas que c'était Tyler Lautner qui jouait ce rôle-là dans Ultimate Game. On arrive à la dernière rubrique de cette émission, messieurs, la carte Joker. Je rappelle pour nos auditeurs qui nous découvrent ici, qu'est-ce que c'est la carte Joker ? À vrai dire, ça peut être ce que on veut. À chaque émission, l'un de nous a cette carte et en fait, il va décider le sujet. Ça peut être un débat, ça peut être une petite partie de ce qu'il veut. Il nous prévient pas. Nous, on ne le sait pas. Ouais. La dernière fois, Jérémy voulait parler de l'intelligence artificielle dans le cinéma actuel. On en a parlé une petite dizaine de minutes. C'est à Julien cette fois de choisir. Eh bien, bon, comme vous le savez, dans peu de temps sort le dernier film de Martin Scorsese, qu'on va évidemment aborder, mais pas dans cette émission, mais j'avais quand même envie de parler d'un de mes réalisateurs préférés, Martin Scorsese. Et du coup, ce que j'aurais voulu savoir, c'était quelle était l'influence sur Martin Scorsese sur votre cinéphilie, parce que je pense qu'on peut le dire, Martin Scorsese, c'est peut-être l'un des derniers grands cinéastes vivants et encore en activité. Parce que bon, des grands cinéastes, il y en a encore vivants, mais peu sont forcément en activité. Donc, j'aurais voulu savoir, c'est quoi son influence sur votre cinéphilie ? Est-ce que c'est quelque chose d'important, quelque chose même de fondateur, ou c'est même quelque chose de plutôt totalement secondaire ? Et à partir de ce point, quel serait votre top 3 des films de Scorsese ? Vous voulez que je commence ? Vous commencez ? Moi, je veux bien commencer parce que je pense à un truc, c'est que Martin Scorsese, c'est pas un réalisateur par lequel tu commences. Genre, en tout cas, c'est pas un réalisateur que tu regardes gosse, donc c'est pas un réalisateur qui façonne tes premiers émois cinématographiques. Peut-être quand t'arrives au collège, et même pas, parce que Scorsese, c'est le genre de cinéma qui s'appréhende un peu, tu vois. Genre, Taxi Driver ou Les Affranchis, je sais que la première fois que je les ai matés, j'ai pas accroché du tout. Ouais, je pense que c'est le genre de cinéaste où il faut que quelqu'un te le fasse découvrir. Tu y vas pas par toi-même. C'est ça. Mais forcément, c'est un réalisateur qu'on étudie tellement et que, à raison, je veux dire, c'est immense ce qu'il a fait, que quand tu découvres un peu plus âgé son style ou que tu le redécouvres, c'est vachement appréciable. Mais du coup, moi, j'ai pas de Scorsese de cœur. Genre, j'ai des films que je kiffe de lui, que je trouve incroyables, mais il n'y a pas un film de Scorsese qui m'a particulièrement façonné. Mais tu vois, c'est intéressant parce que moi, justement, Scorsese, j'ai connu ça assez tôt. Donc, quand j'ai commencé à me mettre au cinéma, donc au lycée, on peut dire que je me suis peut-être mis tardivement, mais j'ai commencé au lycée. Et justement, j'ai découvert Scorsese avec ce que j'appelle plutôt la deuxième période, c'est-à-dire tout ce qui va être Shutter Island, Les Infiltrés. Depuis 2000 ? Ouais, c'est-à-dire vraiment un cinéma quand même qui change pas mal de son cinéma du début. Si on pourrait peut-être, je sais pas, identifier 3 étapes, peut-être les débuts de Scorsese, Nouvelle Hollywood, une sorte de deuxième temps dans les années 90, vraiment fondateur avec Les Affranchis, et après, je dirais troisième temps, le Scorsese des années 2000. Et c'est sûr que quand tu commences par un film comme, je crois que c'était Shutter Island le premier que j'ai vu, Shutter Island et Les Infiltrés, et que tu connais pas du tout Scorsese, mais en fait, t'apprécies le film pour le film, mais sans vraiment réaliser qui est Scorsese. Et quelques années après, j'avais découvert Mean Street et Taxi Driver, et comme tu disais, moi j'étais passé totalement à côté, genre je m'étais ennuyé, je trouvais ça... Je voyais des qualités, mais j'avais pas les connaissances, l'appréhension nécessaire pour les comprendre. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je pense que Scorsese, c'est quelqu'un qu'on redécouvre, qu'on découvre tardivement ou qu'on redécouvre surtout. C'est ça. Fred, t'en penses quoi ? Bah écoute, moi je dirais un peu comme Owen, c'est-à-dire que genre, j'ai vu des films de lui, mais ça m'a pas non plus, ça n'a pas fondé ma cinéphilie. Il y a peut-être Hugo Cabret, genre c'est un peu le film parce que ça parle de cinéma, donc il y a un peu ce côté-là, mais c'est vrai que, un peu comme tout le monde, genre Shutter Island, je l'ai vu assez jeune, genre, je sais pas, 8 ans, je comprenais pas très bien le truc. 8 ans Shutter Island, t'as pas été non mais moi, il n'y a aucune éducation, il n'y a aucune catégorie de choix d'âge chez moi. La classification n'existait pas. Ça n'existait pas. Il a tout découvert dans cette émission, là. Mais non, c'est vrai qu'avec Scorsese, c'est la vraie prononciation. Martin Scorsese. Ouais, c'est vrai que j'ai pas ce truc-là comme beaucoup de nos camarades. Hein. On a été tous les 4 en licence cinéma et j'avais quand même pas mal de gens qui étaient en mode putain, Scorsese, c'est un truc de fou, c'est vraiment fondateur. J'avais pas cet amour pour lui comme les autres, quoi. Mais ouais, Hugo Cabret. Je pense qu'on est à peu près pareil, hein, parce que moi aussi, c'est pas un cinéma vers lequel je suis allé de moi-même. Fallait vraiment que soit on me le fasse découvrir, soit qu'on me l'impose, entre guillemets, pour les cours, on va dire. C'est vrai que je crois pareil, le premier film de Scorsese que j'ai vu, c'est Shutter Island également. Et vraiment, je l'ai découvert par hasard, Shutter Island. C'est vraiment parce qu'on m'a dit, vas-y, viens, on regarde Shutter Island. C'est pas moi qui suis allé dire, bon, vas-y, je regarde Shutter Island. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très bizarre que tous les 4, on ait la même appréhension. Enfin, déjà, rien que tous les 3, Julien, je sais pas, mais que ce soit quelque chose
qui est arrivé assez sur le tard et qui on n'est pas allé forcément de nous-mêmes vers ce cinéma. Tu vois, enfin, et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais je trouve ça intéressant. Et est-ce que, je sais pas s'il y a beaucoup de réalisateurs où, pareil, tu n'y vas pas de toi-même et c'est plus les autres qui doivent t'y emmener. Je pense que c'est notre génération aussi, parce que nous, là, on est en train de citer Shutter Island, bon, on a aussi beaucoup de Loup de Wall Street en tête. Donc c'est des films, c'est sa période des années 2000 qui nous parle le plus. Moi, j'étais en train de réfléchir à mon top 3. Dans mon top 3, bah, mon préféré, moi, c'est le Loup de Wall Street. J'adore Les Infiltrés. Je trouve aussi que Gangs of New York, c'est incroyable. Et je sais que toute sa période 70-80, même 90, il me manque, j'ai des trous. Et soit c'est des films que j'ai vus, mais il faut que je revoie. Genre Les Affranchis, je l'ai pas pleinement apprécié à sa juste valeur. Taxi Driver, ça fait que assez récemment que vraiment je le kiffe. Mais des trucs comme In Streets, comme Le Temps de l'argent, La Valse des Pantins, ou même Casino, c'est des films que j'ai ratés. Irishman, c'est incroyable aussi. Irishman, j'ai trop kiffé. 3h30, c'était du bonheur, avec mon petit café là. Mais tu vois, moi, c'est l'inverse dans mon top 3. Après, si je mettrais un top 3, ce serait pas forcément top 3 de ce que je préfère. Enfin, c'est dans ceux que je préfère, mais s'il fallait les classer 1, 2, 3, je vais les mettre aussi par ordre d'importance dans la filmographie de Scorsese. Et moi, tu vois, en premier, il y aurait Mean Street. En deuxième, je mettrais Silence, qui est dans sa période 2000, mais en fait, qui est un de ses films les plus personnels, qui traite totalement de la foi. Et en 3, j'aurais mis ex aequo Taxi Driver et Les Affranchis. Mais tu vois, genre en général, les gens se battent beaucoup pour Taxi Driver et Les Affranchis. Et même, j'ai l'impression que le préféré de la majorité, c'est vraiment Les Affranchis. Alors que moi, c'est un film que j'ai vu 2 fois. La première fois, je l'ai détesté. La deuxième fois, je l'ai un peu plus aimé. Et là, j'ai hâte de le voir une troisième fois en me disant, je vais kiffer ma race, tu vois. Mais j'en suis pas sûr. Qu'est-ce que... Bah si tu veux, moi je te donne. Alors, je vais t'en donner 3 sans forcément de classement, mais moi, si je devais en retenir 3 de Scorsese, il y aurait Le Loup de Wall Street, il y aurait Les Affranchis, et il y aurait Shutter Island. Shutter Island, moi, ça m'a moins marqué, tu vois. Ouais, Shutter Island, ça m'a marqué parce que peut-être aussi c'est le premier que j'ai découvert de Scorsese, tu vois. Puis moi, je connaissais la fin. Oui, bah, moi, je connaissais la fin aussi, mais ça m'a pas empêché d'apprécier. D'accord. Et toi, pour moi, ce serait un peu pareil, genre Hugo Cabret, Shutter Island et Le Loup de Wall Street. Parce que je trouve que Hugo Cabret est quand même assez... Alors, à moins que j'en ai oublié un gros que j'ai revu et que j'ai... Raging Bull, par exemple, moi je l'ai pas vu, mais je sais que dans sa plus. période années 80, ça fait partie des mastodontes. D'ailleurs, j'ai découvert que très récemment Taxi Driver grâce à Owen, parce que c'est lui qui m'a dit vas-y, viens, on le mate, et puis voilà. T'as pas trop kiffé, mais t'as conscience qu'il faudra le remater voilà, une deuxième fois. Moi, il m'a fallu 2 ou 3 fois pour l'apprécier. C'est ça, je me dis, c'est le genre de film où il va falloir que je me remette dessus, en fait. Aviator aussi, j'aimerais bien le voir aussi. Mais tu vois, Martin Scorsese, c'est encore un réalisateur que je découvre et que j'ai envie de découvrir, mais avec lequel je prends mon temps. Mais en même temps, il a une filmographie extrêmement, on pourrait dire, tentaculaire aussi. C'est ça. Bah, je veux dire, il fait des films sur Jésus-Christ, il fait des films urbains comme Taxi Driver. C'est toujours différent, ouais, c'est toujours j'ai pas l'impression qu'on voit une patte à la Scorsese. Ah si, quand même. C'est ça qui est curieux. C'est ça qui est curieux. Mais ça joue juste beaucoup sur le montage. touche à plein de genres de films en fait. Ouais. C'est ça en fait le truc qui est cool. Mais t'as un montage Scorsese qui est quand même très identifiable. Ce serait comment du coup tu vois, je vais revenir sur ça. Pourquoi je vais revenir sur mon classement et je vais t'expliquer. Par exemple, je mettais dans le plus important Mean Street, parce que pour moi Mean Street c'est vraiment, c'est pas son premier film. Je crois que c'est son 3e, mais j'ai peut-être un 3e peut-être, il me semble. 3e ou 4e, mais c'est un peu son premier succès. Et pour moi, il contient vraiment l'essentiel de ses thématiques. C'est-à-dire que tout ce que tu vas retrouver dans son cinéma, si tu vois Mean Street, tu l'as dans Mean Street. C'est-à-dire que tu vas retrouver déjà l'importance de New York, tu retrouves la mafia. D'ailleurs, c'est assez injuste qu'on catégorise souvent Scorsese comme un réalisateur de films de gangsters, alors qu'il n'en a pas fait tant que ça. C'est pas l'entièreté de sa filmographie. Il y a toujours un peu des hors-la-loi dans son cinéma. C'est ça. Après, tu retrouves surtout la question aussi de la chute de l'être humain et la tentative de la rédemption. Tu l'as dans Mean Street. Et tu vas retrouver son esthétique très documentaire. Donc, par esthétique documentaire, tu as cette façon de filmer la ville. Par exemple, tu prends Mean Street, tu as un plan où il filme un carnaval en plein milieu de New York. Et en fait, c'est-à-dire que c'est pas une mise en scène, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans la rue. Il y a un carnaval qui passe et il le filme. Et ça, il le dit aussi parce que il venait d'une famille pauvre où on lisait pas chez lui. Il y a aucun livre. Et donc, la manière dont il s'est forgé un regard critique et intellectuel, c'était par sa vision. C'est ce qu'il a amené en fait sur le cinéma, en fait, sur l'art visuel. Et par exemple, il y a toujours un plan qui m'a marqué dans Mean Street. Enfin, si vous voyez Les Affranchis, il y a un plan qui est super connu, c'est le plan sur Robert De Niro quand il est assis au bar, là, avec le petit ralenti et la petite musique. C'est le moment juste après le casse de la Lufthansa où il commence à se partager le butin. Et bah ce plan de bar, il est dans Mean Street en fait. Okay. Cette esthétique avec la petite musique rock derrière, les petits ralentis, les bars peu éclairés, c'est Mean Street. C'est vrai que le rock, c'est présent dans son cinéma. Bah, il a fait un documentaire. La musique préexistante, en général, c'est quelque chose de très important dans le cinéma et qui rythme souvent son montage par ça. Quand tu vois Les Affranchis, la tracklist, elle est immense. Oui, mais comme tu dis, il a fait des documentaires. Il a fait un documentaire sur les Rolling Stones, un documentaire sur Bob Dylan, et surtout, il a fait un documentaire de 3h40 sur George Harrison. Et Dieu merci, il y a des gens qui parlent de George Harrison chez les Beatles. Ouais, il aime la musique, Scorsese. C'est ça. Donc voilà.
Ouais. Et après, pour continuer, je parlais de Silence, parce que là, on est sur un film qui n'avait pas forcément été ultra apprécié, et pourtant, c'est un de ses films les plus personnels, et c'est d'une certaine manière, c'est un prolongement de Mean Street aussi. C'est-à-dire que Mean Street, on a le personnage de Charlie, qui est incarné par Hervé Kittel, qui en fait s'inscrit un peu dans les pas de Saint François d'Assise. Donc en fait, il partage sa vie entre des moments de spiritualité à l'église et avec les petites frappes du quartier. C'est-à-dire qu'on joue à être un mafieux, mais on est très loin d'être un mafieux dans Mean Street. C'est-à-dire qu'on vit de petits rackets, on vit de petites embrouilles par-ci par-là. Charlie espère que son oncle, qui lui est un ponte de la mafia, lui laisse gérer son restaurant, qui est juste une toute petite étape. Et en fait, son but, c'est de racheter les péchés de Johnny Boy, c'est-à-dire le personnage de Robert De Niro. C'est-à-dire que Robert De Niro, dans tout ce film, fout la merde à chaque moment possible. Il fout toujours la merde. Il crée des embrouilles. Et à chaque fois, Hervé Kittel, il est là, il essaye de le sauver, de lui dire « Allez, vas-y, rembourse cette personne, fais du bien, fais pas le con ». Et en fait, Silence, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu retrouves le personnage d'Andrew Garfield qui, là, se prend quasiment, se marche dans les pas du Christ. T'as littéralement une scène où, en fait, il y a son visage, le visage du Christ qui se dessine à la place de son reflet. Et là, c'est pour sauver les catholiques japonais. Et t'as toute une notion du salut, de la rédemption, du silence divin. Et là, on est vraiment dans des thèmes très chers à Scorsese. Et ensuite, je mettais Taxi Driver et Les Affranchis au même niveau, parce que les deux, en fait, sont ces deux plus gros succès. Enfin, quand on pense Scorsese, soit on pense Les Affranchis, film de gangsters, soit on pense Taxi Driver. Et les deux, c'est des succès phénoménaux. Taxi Driver, c'est la Palme d'Or. Ce qui est intéressant, Taxi Driver, c'est une toute petite production, et pourtant, c'est là où on voit tout son talent, avec un budget, je crois que c'était $1 million de budget seulement, et ça remporte la palme. Tu peux me laisser les chiffres? Ouais. Et voilà, tu retrouves ce New York filmé d'une manière documentaire, tu retrouves toute l'errance, la quête de sens, la violence du genre humain. Et Les Affranchis, et un film comme Le Loup de Wall Street, pour moi, sans Les Affranchis, t'as jamais Le Loup de Wall Street. Je veux dire, la manière dont est fait Le Loup de Wall Street, c'est Les Affranchis. C'est-à-dire, c'est la voix off, c'est-à-dire le découpage quasiment générationnel. Tu suis un personnage réel, que ce soit dans Les Affranchis, c'est inspiré d'un vrai gangster, ou Le Loup de Wall Street, d'un vrai personnage, où tu le suis sur plusieurs générations, etc. Ce qui sera pareil sur Casino. En fait, toute cette narration, cette façon de mettre en scène, c'est Les Affranchis. Voilà. Et petite mention spéciale, un film que j'aime bien, qui est Le Temps de l'innocence, avec Daniel Day-Lewis, qui est un acteur que tu aimes beaucoup en plus. Oui. Donc je te conseille de voir Le Temps de l'innocence. Oui. C'est un très beau mélo, et sur l'amour et l'impossibilité de l'amour entre deux êtres, et c'est très beau. C'est ça qui est marrant avec Scorsese, c'est que t'as des films qui sont cultes, mais qui sont tellement noyés par une filmographie gigantesque. Moi, souvent, les nerfs à vif, tu vois, c'est un film qui a énormément de références, et qui est énormément référencé partout, tu vois, il y a eu des parodies sur les Simpsons partout, mais pourtant, genre, on l'a tellement oublié au milieu des Affranchis, de Taxi Driver, de Shutter Island, de Wall Street. Voilà, j'ai fait le tour. Ce petit débat scorsésien. Très très bon choix. Moi je trouve ça chouette. Cool. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler pour la prochaine fois. Dans 2 semaines avec The Killers of the Flower Moon. Ouais. Yeah. Franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. En fait, voilà, vous savez déjà un film qu'on va chroniquer la prochaine fois. Non, mais voir des films de 2 heures en ce moment au cinéma, ça m'emmerde. Et là, tu vas te taper 3h25. Mais j'ai trop hâte. Genre, vraiment, je me dis 3h30, ça me fait plaisir. Tu vois, c'est comme Avatar 2. Ah, 3h20, ah, c'est cool. Non, mais c'est un petit pain béni, ça fait plaisir. Ah, il voulait caser Avatar 2 aussi, c'était un de ses trucs. Il a un bingo en fait, Owen, et il veut caser des films. Vous avez qu'à voir sur notre Instagram. Moi, j'ai 3 trucs dans les trucs que j'aime, c'est James Cameron, les mises en scène kitsch, Pink Floyd. Si je parle pas au moins un de ces 3 trucs là dans une émission, c'était pas moi. Ah oui, donc du coup là t'as réussi. C'est un clone quoi. Oui. Est-ce qu'on en a fini, messieurs? Je crois bien. Je crois bien, et merci pour ce débat Scorsese. Et tu donnes ta carte Joker à qui du coup pour la prochaine fois? La carte Joker, la première carte Joker, c'était moi du coup. C'était toi, donc on va pas te la redonner. Donc c'est soit Fred, soit Owen. Je la donnais à Owen. Ah, ça fait plaisir. Merci mon ami. Oh, il va parler Pink Floyd, merde. Non, il va parler des mises en scène kitsch, c'est le seul qui l'a pas trop parlé encore. Ouais, encore. Mais ça, c'est quand on analyse des films, tu vois, genre quand on parle de Mission Impossible 2, par exemple. Voilà, tu vois, quand t'as parlé de ça, j'ai pensé à ça. Tu vois. J'adore ça. Enfin, je déteste le film, mais le peu de mise en scène kitsch qu'il y a, c'est génial. Bon, mes amis, l'émission touche à sa fin. Au revoir, bonne soirée. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Google Podcast, et de nous suivre via le site internet Wishing Light Channel et via Twitter et Instagram. Vous n'avez qu'à taper DCP, du ciné et des potes, et vous nous retrouvez. Sinon, à dans 2 semaines, les amis. Salut. Des bisous. Salut, bonne soirée. Ciao.